tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 30 mars. On va bientôt arriver vers le moment fatidique évidemment du 1er avril, le moment que tout le monde attend. Peut-être que les blagounettes sont déjà sorties, peut-être que le PS Plus en est une, on ne sait pas. On vérifiera si Jim Ryan dément tout ça. En tout cas, on en parlera évidemment aujourd'hui dans ce lunch. Nous sommes bien entendu en direct et je salue la totalité du chat d'ores et déjà présent ici autour de moi entre repas et discussions. C'est un peu ça aussi le lunch play. J'ai le plaisir d'être en compagnie de tout le monde, hein, ce coup-ci de l'équipe du mercredi. Ça régale. K.O, bonjour, comment va ? Désolé, je te prends en traite de fruits, c'est ça ? Je pensais que t'allais avoir pitié, que t'allais commencer par quelqu'un d'autre. Mais ça va très bien. Aucune pitié. Le Bob Kangol, hein. Mon premier béret est un Kangol. Hein. Non mais en vrai, il me va très très bien. Ouais. Je vais pas te le donner quand même, K.O, désolé. Non mais tu vas pas me le donner, mais je vais le voler. Essaye. Non mais en vrai, pas mal. Je pense que j'en prendrai pour l'été. Hein. C'est pas mal du tout. Je peux te filer de très très bonnes références et des bonnes boutiques si t'aimes les Tu me donnes ton adresse et je vole encore. Genre, si tu veux, je peux te donner un bleu marine. Donne-nous des bonnes boutiques. Ne me donne rien. D'accord. Juste ton joli sourire. Donnez-moi des bonnes boutiques pour apprendre à me coiffer aussi, ça m'aidera beaucoup. Suri est avec nous aussi, comment ça va Suri ? Bah écoute, ça va. Hein. Écoute, on a essayé de faire un petit peu tous les couvre-chefs. Il y a une casquette Mario qui est en cours d'arrivage. Je sais pas si elle va arriver. En cours d'acheminement. Mais, hop, voilà. on va mettre chacun un petit couvre-chef et bah écoute, ça fait plaisir. Faut que je débunk d'ailleurs ces histoires de couvre-chef. Tout le monde me demande où est passée la casquette plate, où est passé mon béret. Mon béret a disparu des locaux, je l'ai laissé ici. Il a disparu. Ça fait plusieurs mois que je le cherche. J'en ai un de rechange à l'extérieur. Nice. J'en ai un de rechange chez moi, mais c'est un vieux qui est tout noir, gavé de poils de chat et troué de partout. J'ai trop de respect pour pouvoir mettre, on va dire, cette guenille. Donc j'attends. Je suis en recherche actuellement d'un nouveau couvre-chef efficace et qui fit très bien avec voilà. Tu pourras me filer ta taille, parce que c'était un peu ton anniversaire, on va tous te l'offrir, on va te le rendre en fait. Je suis en train de réfléchir. Mais je sais pas, en fait, on va chercher un beau truc. Franchement, un béret, ça se teste pour voir un peu la tête que tu as derrière. Donc, et on fera un lunch play en duplex d'un magasin. Faudrait faire. J'irai streamer dehors. J'irai choper dehors. C'est ça, un vendredi après-midi, il faudrait j'irai streamer dehors où on va rechercher évidemment un béret ici. Mais un petit cameo de Christina Cordula. Je ne retrouve pas. Je suis parti en vacances et quand je suis rentré des vacances. Plus rien. Faut mener l'enquête. Je mènerai l'enquête. Mais bon, ça fait plus d'un mois. Non, ça va, c'est bon. Il est trop mignon. Faut faire respirer tout ça. Comme vous voyez, hein, j'ai pris la pluie. Du coup, ça a donné des petits flats formidables. On dirait la tête de M là. J'ai vraiment l'air. Non, ça va. Non, M, c'est pas comme ça. Genre, c'est comme rien, mais bon, c'est terrible. Lox est avec nous. Bonjour Lox. Salut. Je suis contente d'être là. Ça va mieux qu'hier ? Bah regardez, j'ai réussi à me maquiller. J'espère que mes yeux ne vous feront pas trop peur. Attends, Lox. Je suis allergique, désolée. Okay. Tu es plutôt pas mal. Excuse-moi, je suis désolée. Oh, ça commence très fort. Elle est excellente. Ça commence très très fort aujourd'hui. Hein. Vraiment. Payez-moi. Je suis contente d'être revenue. Bah ouais, j'ai quand même essuyé pas mal de fails. En termes de maladie, en termes de tout. Ne vous frottez pas les yeux en dormant, évidemment. Je déconseille fortement. On va dire que le pollen attaque fort beaucoup de personnes qui n'ont jamais grandi à la campagne. C'est ça ? Si, quand même. J'ai déménagé à la campagne il y a 15 ans, donc j'ai un peu grandi là-bas quand même. Et tes allergies n'ont pas disparu ? Non, elles sont nées là-bas. Elles ont commencé à naître là-bas. Mais bon. Absolument imperturbable, hein, Reza qui enchaîne Maki et iPad. Comment ça va, Reza ? Ouais, toi, Ken ? Bien, très très bien. Content de te voir, d'être ici pour discuter un peu du lunch play. Tu vas finir tout ça là ? Ouais, ça fait beaucoup, non ? Non, ça va. Ça va ? Oui. Ouais, c'est un repas normal, quoi. Repas plus un peu. J'ai pas mangé ce matin. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'est impossible de manger le matin. Je vomis absolument tout au programme. Aujourd'hui de ce Lunch Play, on va revenir évidemment sur les offres PlayStation Plus. Vous savez, ça a été annoncé hier. Que vaut le nouveau PlayStation Plus ? Disparition du PS Now. Quels jeux vont être ajoutés ? Que pouvons-nous attendre dans cette offre ? On fera un petit tour
ici d'analyse. On regardera ce que les différents journalistes et analystes ont pensé justement de cette offre. On parlera aussi des propos de Jim Ryan qui attaque évidemment directement le Game Pass avec ses déclarations. On reviendra aussi sur la meilleure manette de tous les temps. C'est absolument très très sérieux. C'est BAFTA Game qui a fait le classement absolu, le versus total et ultime de la manette la meilleure de tous les temps. Vous aurez peut-être la réponse, peut-être la connaissez-vous déjà. On essaiera de commenter un peu tout ça et de voir comment est-ce que ceci est possible. Puis on va revenir évidemment sur le report de Zelda Breath of the Wild 2, bonne chose, mauvaise chose, erreur de communication, bonne communication. Comment Nintendo gère avec un Breath of the Wild qui s'éloigne toujours un peu plus. Ce sera ensuite l'occasion de reparler de quelques news dont on n'a pas eu le temps d'évoquer les jours précédents. Puis on reviendra évidemment avec les sorties de la semaine. Pas mal de sorties, dont la Director's Cut, il me semble, de Death Stranding cette semaine. Ce sera évidemment le gros de tout ça. Puis on continuera la revue de presse en parlant d'Activision Blizzard, de Bungie, de Xbox, ainsi que de Ratchet & Clank. Voilà, une chronique pour terminer de KO sur la mort dans les jeux vidéo. KO qui a vraisemblablement un peu trop mis dans sa bouche. C'est vraiment formidable. Courage, KO. On joue pas que la nourriture, ouais. Absolument imperturbable. Oui, une rubrique sur la mort dans le jeu vidéo. Oui. Ouais. Let's go. Allez, on commence tout de suite ce lunch avec les offres PlayStation Plus. Vous les avez probablement vues. Alors évidemment, différentes si vous prenez à l'année ou si vous prenez par mois. On va parler un peu du prix à l'année. Il s'échelonne entre 5 et 10 € avec les différentes offres ici proposées. La première de toutes ces offres, PlayStation Plus essentiel, ne change absolument rien par rapport à votre PlayStation Plus. Vous allez avoir absolument les mêmes choses. Le PlayStation Plus Ultra vous inclura pas mal de jeux PS4, PS5 qui sont, on va dire, les jeux du PlayStation Now, globalement, présupposés en tout cas, absorbé, mais sans le rétro du PlayStation Now, sans certaines fonctionnalités en plus du PlayStation Now. Et enfin, le PlayStation Plus Premium pour 10 € par mois si vous prenez l'abonnement annuel, lui ajoutera des jeux rétro en plus, des accès à des démos pour les jeux first party en plus échelonne encore plus l'offre. Sachez que si vous prenez l'abonnement au mois, c'est 9 € le premier, 14 € le second et 17 € le dernier. Voilà, évidemment, c'est souvent à l'année que les gens prennent ce genre d'abonnement. On a des informations complémentaires quand même sur les offres. Ainsi, depuis la version PlayStation Plus Ultra, des jeux tels que Death Stranding, God of War, Spider-Man, Miles Morales, Returnal et Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 qui est déjà présent dans le PS Now actuellement serait ajouté au lancement de l'offre qui, je vous le rappelle, serait en juin dans le catalogue de jeux jouables. Alors je vous rappelle, dans l'offre d'abonnement Deluxe, ce qui fait, et surtout quand il s'agit de Marvel Spider-Man qui était présent une fois dans le PS Now mais qui a disparu très rapidement, serait une véritable prouesse. Ces jeux resteront-ils indéfiniment ? Ces jeux tourneront-ils au fur et à mesure, on va dire, des offres de promotion qu'il peut y avoir sur le PlayStation Store ? PlayStation n'a pas été très clair justement avec ça. Évidemment, si le catalogue s'enrichit de jeux first party au fur et à mesure du temps, cette offre de luxe pourrait devenir extrêmement intéressante, bien entendu. Puis on est allé se renseigner sur les jeux rétro qu'il pouvait y avoir sur l'offre, en reprenant évidemment les catalogues déjà existants de la PlayStation. Vous savez que PlayStation a déjà fait les PS classiques qui étaient la possibilité d'acheter, de télécharger, de jouer sur votre PlayStation 3, sur votre PSP ou votre PS Vita à des jeux PlayStation 1. Le catalogue PlayStation 1 est quand même
très 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 important, même si il est gavé de jeux OSEF comme AIV, comme iShogi Selection ou comme Aquanauts no Kyujitsu 2. Voilà, tous ces jeux qui n'ont même pas de page Wikipédia tellement, eh bien, ils sont OSEF. Je vous rappelle que la PlayStation en a énormément. Souvenez-vous de Crime Crackers, bien entendu. Souvenez-vous Bien sûr. de N'est-ce pas? Déception 3, Dark Désillusion. Déception, ouais. Avez-vous déjà joué à Fighters Impact? Probablement pas. Ou encore à Doc Shishimo. Gaiashi Wado Shishimo. Bien entendu. C'est l'ancêtre de Je reconnais. Tokishimo. C'est la Bah, reste. tous ces jeux qui étaient présents à l'achat déjà sur PlayStation et qui font partie du catalogue PlayStation qui pourrait revenir étofferaient évidemment grandement la liste. Donc quand on vous annonce 340 jeux disponibles en rétrocompatibilité, on peut se dire que c'est probablement 300 jeux OSEF et 40 jeux vraiment très Non, cool. il faut se dire la même chose que lorsque Nintendo nous a présenté ces jeux avec le Nintendo eShop, on refaisait vivre les anciens jeux Nintendo. C'est vrai. C'est la même. C'est un Faut peu le prendre de la même c'est façon. un peu la j'ai envie même. de Il dire. y a l'air d'avoir plus de jeux que ce Il y a- que Nintendo propose. Il y en a hein. plus, mais peut-être qu'il y en a plus OSEF encore. Donc, je sais pas. Ah, Je le sais pas. le Pour moi, ça catalogue fait, PlayStation, c'est des choses grandioses et 90% d'OSEF free. Hein. KO. Ça fait du contenu à streamer. Ouais, bah ouais, voilà. C'est bien. Bah, j'avoue, Non, si c'est tu veux bien. te faire un marathon de tous les jeux le PSO, courage. ça peut quand même le La faire. mort, encore une fois. Ça peut le faire grandement. On était aussi allé se renseigner sur les jeux PS TV. Vous savez, la PlayStation TV, hein, qui était cette PlayStation Vita que l'on pouvait brancher Ah oui. à sa télévision, comprenait un catalogue de jeux PSP que vous pouviez jouer dessus. Le catalogue PSP ne comprenait pas le fameux Kingdom Hearts Birth by Sleep, il me semble, de la PSP, mais contenait les Dissidia et contenait beaucoup d'autres jeux compatibles. On peut envisager que ces jeux-là reviennent aussi dans le catalogue du PlayStation Plus Ultimate. C'est en tout cas ce qui est le plus vraisemblable. Vous avez une liste trouvable de tous ces jeux. Peut-être derrière tout ça, y a-t-il les jeux que vous aimez? Donc là, on a tous les jeux indés. C'est beaucoup plus bas. Si tu peux scroller vachement plus, mon Polo, parce que là, on a toute la liste des jeux téléchargeables de la PS Vita TV, évidemment, qui fonctionnent sur PS Vita TV. Mais il n'est pas question de ces jeux-là. Il est plutôt question du catalogue rétro gaming qui est plus loin et qui reprend dans l'ordre alphabétique, The notamment. Voice, bientôt. Voilà, bientôt, bientôt je m'entraîne justement ici. Donc voilà, PS3, en tout cas dans le PS9, voilà, merci beaucoup Polo, on voit ici les Castlevania Dissidia Dracula 012, X Chronicle, Dissidia, Ouais. Dissidia, tous les Dissidia, tous les Final Fantasy rétro qui sont sortis sur PlayStation 1 notamment, et les remakes sur PSP. Pas de Crisis Core, malheureusement. Et oui, on a les fameux Chinatown Wars de GTA, Liberty City Stories. Il n'y a pas Patapon. Non, il y a pas tout à fait. Patapon. Pas Patapon. Metal Slug. Metal Slug. Est-ce que God of War, Ghost of Il y Sparta a et God of Killzone. War Est-ce qu'il était compatible Non, God of War? ils ont Non, pas il n'y mis. était pas. Hein. Il me semble que ça faisait partie aussi des petites déceptions des jeux PSP pas compatibles. Alors, c'est pas dit que justement ce God of War ne soit pas là, mais sachez que le God of War, il me semble, disponible dans la quantité incroyable d'offres de jeux PS3 parce que justement, Oui, dans la collection. la plus grande offre de jeux, c'est l'offre de jeux PS3. Et si vous avez un PS Now, la plupart des jeux du PS Now, c'est des jeux PS3. Il y en a plus de 250 des jeux PS3. Elles sont uniquement jouables en nuage gaming. En stream, ouais. Voilà, en stream. Et ce sera encore le cas avec ce PS Plus Deluxe. Voilà toutes les informations complémentaires qu'on peut avoir sur ça. Je voulais vous apporter évidemment toutes ces informations. Tour de table maintenant ici. Cette offre est-elle intéressante? Va-t-elle, on va dire, au bout des choses, et va-t-elle convaincre les abonnés PlayStation Plus de payer un peu plus cher leur abonnement, KO? En vrai, ouais, carrément. En vrai, c'est quoi? C'est $17 pour le premium par mois. Si tu prends l'année, c'est C'est 10 ouais, par ça, mois à C'est l'année. rien à du l'année. tout. En vrai, c'est rien du tout. On reprend la base un peu du Game Pass avec un catalogue qui est juste énorme. Il y a même des jeux que je pensais même pas retrouver, donc ça fait super plaisir. Donc ouais, bien sûr, je pense que ça va convaincre. Après, peut-être à demi-mesure, ça va arriver petit à petit, le temps que les gens se rendent compte du catalogue. Mais non, ouais, carrément. C'est pas mal, c'est une belle initiative.
On rappelle qu'on essaye d'anticiper évidemment ce catalogue en vous parlant de ce qu'il y avait déjà dans le PS Now et dans les autres offres rétro gaming de la PlayStation ici dans ce Launch Play, mais nous n'avons pour le moment aucune confirmation de ce catalogue. Des informations complémentaires devraient arriver en avril ou en mai, juste avant la sortie. Par information complémentaire, il y a bien entendu probablement une liste de jeux sur i. Est-ce que cette offre a convaincu ? Ça fait mal aux joueurs PC un peu, puisque visiblement, il va être de plus en plus difficile d'accéder au streaming PC. Faut te payer un PS Plus, en fait, si tu veux jouer au streaming PC maintenant. C'est obligé. Faut le plus essentiel. Mais... Ouais. Alors, le petit move. Il faut... Non, le essentiel, t'as pas accès au streaming PC. Non. Il faut le l'ultra. Oui, c'est le premium. Oui, excuse-moi, mais ils ont ouais. tous des noms, genre, ils sont Faut tous l'extra trop bien. pour- Pardon, l'extra. l'extra. L'essentiel, c'est le premier. L'essentiel, c'est le premier. Mais dans ma tête, Avant- c'était le dernier, là. Avant, juste un PS Now suffisait. Ouais. Maintenant, il faut l'extra. Donc, il faut payer 8 € par mois. Qu'ils ont C'est réussi cher. à plutôt pas trop mal gérer, c'est du point de vue de ceux qui étaient déjà en fait avec une souscription pour le PS Now jusqu'à compris 1 an, quoi, grosso modo. Donc je sais qu'ils ont promis visiblement que leur offre en fait serait reportée. En gros, ils vont juste être reversés, vous le versez directement sur cette C'est ça. offre-là, extra. Exactement. Je retiens extra, c'est la meilleure. C'est pas compliqué pourtant. Mais donc eux, ils vont partir sur l'extra sans frais supplémentaires, ce qui est plutôt une bonne chose pour ces joueurs-là. Par contre, effectivement, pour le reste des joueurs PC qui n'avaient pas encore souscrit et qui se disaient ah ça aurait pu être sympa, tu vois, que je me fasse ces jeux-là. Tu te sens un peu laissé de côté, mais après ça m'étonne pas puisque c'est la philosophie de Sony. Sony préférerait te voir jouer sur leur console plutôt que sur un PC à leur jeu, donc ça m'étonne pas vraiment. Bizarre justement cette ouverture qu'ils ont fait sur le PC sur i justement au niveau de ça. T'as déjà testé un jeu en cloud gaming PS Now sur PC? Pas encore, non, pas encore eu l'occasion de tester dans ce genre de configuration, mais après, comme le dit Lux, PlayStation, ils vont se concentrer sur PlayStation. Après, les joueurs PC, bon, on a apporté quelques licences pour essayer de démocratiser certaines grosses sorties et de l'amener à un plus grand public avec Steam et les portages PC, mais c'est pas dans l'ADN initial de sortir, d'avoir quelconque amabilité envers les joueurs PC via ce qu'ils proposent ici dans le PS Plus. Après, moi, je trouve que c'est une bonne offre, mais il y a toujours la question des fameuses sorties AAA et le fameux temps de jeu limité. Déjà, combien de temps ça va correspondre? Moi, je dis 10 max. 10 max? Non, en vrai, c'est trop pour leur jeu. Mais non, mais en fait, tu as envie de le mettre justement en face de ce qui se fait déjà, qui est généralement du 10 heures, voire un petit peu moins. Ouais, mais tu parles du EA plus EA Access et du Ubisoft Access qui donne accès à 10 heures. Ils ont parlé de démo, ils ont parlé d'accès anticipé ou d'accès restreint. En fait, ils ont changé de C'est terme. clair, hein. Oui, c'est pas clair. Reza, tu sais toi? Oui, c'est clair en fait. Du coup, tu pourras jouer à certaines nouveautés 5 à 10 heures Ok. avant de décider des achats. 5 à 10 heures avant de décider des achats. C'est quand même très fort. Avec conservation de la sauvegarde? Je sais pas. Si c'est ça, c'est quand même très attractif. Ce serait vraiment méchant de pas le faire. Ouais. Après, l'autre question derrière, c'est par exemple, j'ai regardé dans la liste des jeux qui arrivent. L'un des plus récents, du coup, c'est Returnal. Returnal est sorti en avril 2021, donc ça fait bientôt 1 an. Je me disais, est-ce que c'est encore intéressant parce qu'on sait très bien que les développeurs, même first party, ont assez hâte de mettre leurs jeux disponibles sur ordinateur puisque ça fait quand même bien grimper les ventes. Et je me dis, si du coup demain, admettons, au bout de 1 an, au lieu de sortir directement sur PC et faire plus de ventes, tu le mets uniquement disponible sur des offres avec des abonnements comme ça, est-ce que c'est véritablement intéressant du point de vue des développeurs et des studios en eux-mêmes? Ça dépend, parce que là, par exemple, il y avait aussi une info, c'était, je ne sais plus pour quel jeu, mais c'était Xbox Game Pass qui avait acheté, contre une certaine somme, le fait d'avoir Guardian of the Galaxy. Oui, 10 millions pour les Gardiens de la Galaxie. Donc je me dis qu'éventuellement, pour les développeurs, il ne va pas forcément avoir de grosses répercussions, sauf si Sony pratique ce genre de négociation et dit non, on va vous payer que ça. Et dans une situation où il serait en position de force, éventuellement, il pourrait abuser de ça. Mais en disant, on va faire très bas et vous prenez ou vous prenez pas. Je pense quand même que, tu vois, pour les développeurs, il y aura peut-être un impact moindre, dans le sens où Sony devra sortir les billets pour pouvoir s'adjuger des sortes d'exclusivité. Et avec cette séparation encore plus claire entre le marché du PC et le marché de la PlayStation, avec cette nouvelle offre, je pense que les ventes PC ne baisseront probablement pas. Reza, toi, tu as regardé un peu la quantité de cette offre-là. Il y a pas mal de choses qui sont assez étonnantes, notamment absolument aucune offre incluant de la vidéo.
ni Crunchyroll, ni, ni les films Sony Pictures intégrés. On se concentre uniquement sur le jeu vidéo, et sur des offres rétro gaming, finalement, plus des accès à des démos pour plus cher. Comment tu vois l'arrivée de ces offres, toi ? Moi, je pense que l'offre, elle est quand même bien. Je vois beaucoup de gens qui boudent, qui sont pas contents. Au final, l'offre premium, si tu prends l'année, c'est 10 € par mois. Donc, faut quand même s'en rendre compte. 10 € par mois, si t'as une Play 4 ou une Play 5, t'as accès du coup à 400 jeux. C'était une Play 5, 400 jeux, certains qui sont sur Play 4, certains qui sont sur Play 5. Si t'as la Play 5, t'as déjà accès à la bibliothèque Greatest Hits, avec Bloodborne et tout ça, entre guillemets gratuitement, si t'as l'abonnement. Derrière, t'auras des jeux rétro téléchargeables pour PS2, PSP et PS1. Et t'auras les jeux de la Play 3, malheureusement, la console maudite, qui seront que en cloud. Ça, c'est un peu dommage, parce que genre, si tu te mets AFK, ça te fait quitter le jeu. Oui. Et aujourd'hui, bon... RPCS3, donc voilà. Ce n'est pas illégal, si vous avez le jeu, vous avez le droit d'y jouer sur RPCS3. Et RPCS3, c'est un peu la vraie PS3 Pro, parce que tu as pas mal de jeux que tu peux faire tourner en 60 FPS que tu pouvais pas avant, et tout ce qui va avec. Donc moi, un peu le seul côté où je boude un peu encore, c'est le fait que c'est la console de Sony, la PS3, mais on dirait ils savent pas l'utiliser, ils savent pas quoi faire. Et on se mange toujours des remakes que les gens achètent, bien évidemment, je leur en veux aussi. C'est ça. Donc c'est un peu tout le bordel. Mais derrière, de l'autre côté, je pense que c'est une vraie offre, et c'est une offre qui soulève un deuxième vrai sujet, c'est la PS4 digitale, la PS5 digitale. Moi, j'en ai parlé beaucoup sur mon stream hier, parce que la PS5 digitale, personne n'en parle, mais c'est une offre qui existe. Les gens ne l'achètent pas, parce qu'aujourd'hui, tu achètes du digital, c'est 80 € le jeu. Demain, tu peux dire à ton gamin, le gamin, il peut essayer de druider son père en lui disant, papa, tu peux m'acheter la Play 5 à Noël, s'il y en a, et elle va coûter 400 €. Et avec l'abonnement, le gamin, il aura accès à 700 jeux. Et même si on va dire, OK, on retire, si vous voulez, les jeux cloud de PS3, il reste au moins 450 jeux derrière. Donc, ça leur fait une offre équivalente un peu au Game Pass. Il y a moins de trucs quand même, mais ça fait une offre un peu équivalente au Game Pass, dans le sens que les Xbox Series X, pour moi, se sont autant bien vendus, c'est aussi grâce au Game Pass. On disait qu'il y avait aussi des pénuries d'Xbox One X. Bien sûr, il y avait des pénuries de One X. Mais derrière, tu pouvais dire à ton gamin, OK, je te prends une console à 300 balles avec un abonnement et tu joues au jeu que tu veux. La série S, tu parles de la série S, pardon. L'avantage sur le Game Pass, c'est que tu as les nouveautés AAA Day One. C'est ça, ce qui ne sera pas le cas sur PlayStation. Ce qui est normal. Je rappelle qu'après 5 heures de démo, tu dois payer 80 € ton jeu. Ce qui est normal quand même, parce qu'encore une fois, il faut reprendre l'histoire relais. Moi, j'ai la Xbox depuis la première Xbox. Donc si à la base, on a fait le Game Pass, c'est parce qu'on se faisait massacrer sur les exclus. Faut pas chercher midi à 14h. J'ai eu toutes les Xbox depuis la première Xbox. À l'époque, on avait beaucoup de bonnes exclus. Après, tu as eu le problème de la console qui est sortie à 500 balles avec Kinect, la PS4 qui sort à 400 balles, la PS4 qui reprend un peu ce que fait la 3.6, la Xbox qui essaie de partir sur un autre truc qui se floppe au début. Ça a causé pas mal de problèmes. On se rattrape un peu avec la One X. Et du coup, après, tu as le Game Pass qui sort dans la foulée, qui clairement la veut de OK, on a perdu sur les exclus. On va essayer de faire du service et de gagner sur le service. Donc en fait, c'est normal que sur Xbox, on ait cette offre. Et comme Sony n'est pas sur ce tableau, pour moi, ça me choque pas que Sony ne foute pas God of War Ragnarok en Day One sur leur pass, parce que c'est pas le but. Alors, Jim Ryan va quand même un peu plus loin dans ses déclarations, puisqu'il dit « Nos jeux pourraient en souffrir s'ils allaient directement sur le PS Plus ». Donc l'attaque est frontale, l'attaque est directe. Pour lui, rendre à disposition le jour J la totalité d'un jeu sur une offre d'abonnement, c'est quelque chose qui nuirait à la qualité d'un jeu ou à la qualité des jeux. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? C'est clairement une attaque directe envers le Game Pass qui, bon, il faut quand même bien le dire, en 2021 a sorti des jeux assez exceptionnels sur son offre, peut-être un peu en contradiction avec les propos justement de Jim Ryan. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? God of War directement Day One sur le PS Plus, comment il s'appelle là déjà, j'ai tellement oublié Extra. Moi, je l'oublierai plus jamais. C'est premium. Premium, tu vois, c'est Ultra et Premium. Ouais, oui, c'est vrai que le Premium... Il n'y a pas Ultra, je sais que d'ailleurs, tu as envie de mettre des super. C'est essentiel, Extra et Premium. Essentiel, Extra et Premium. Ok, alors jeuxvideo.com s'est trompé. Ils ont mis Ultra. Et ils ont mis Ultra. Prends l'imprime écran de PS Blog, c'était Extra, c'est Essentiel, Extra et Premium. Essentiel, Extra et Premium. Autant vous dire que, bon, moi déjà je comprends rien, mais pourquoi pas. Très bien. Donc il faudrait donc les mettre sur Premium. Donc ma question est, ça nuirait à la qualité de God of War de le retrouver donc sur le PS Plus Premium dès la sortie. Vrai bail ? Ouais.
En fait, quand tu prends le nombre d'années de développement, le coût de développement, le marketing aussi autour de la sortie du jeu, qui est assez colossal. Je ne sais pas si on a des chiffres officiels, mais il me semble que c'est quand même quelques millions par semaine quand on tease des jeux quand même chez PlayStation. Donc, en fonction du titre, attention, c'est une fourchette. Ouais, j'imagine très bien que pour eux, comme on le disait la dernière fois, Xbox, Microsoft, c'est deux philosophies, deux façons de faire, deux visions des choses. Et pour le coup, la vision de Sony, c'est vraiment aujourd'hui, on vous explique qu'on vous vend les jeux plus chers parce qu'ils coûtent plus cher à produire, parce qu'on y met plus, parce qu'ils sont plus longs, parce que les coûts de revient aussi ne sont plus les mêmes. Du coup, j'imagine que si tu leur dis demain, vous allez mettre X années à développer un bête de AAA, que finalement, on va rendre disponible Day One comme ça sur un abonnement à entre 13 et 20 ou 10 euros, c'est pas rentable pour eux, j'imagine. Clairement. Pourquoi ça l'est pour Xbox alors que ça ne le serait pas pour Sony? C'est pas les mêmes productions. C'est très clairement pas du tout les mêmes productions. Clairement. Pour toi, les jeux PlayStation ont une meilleure qualité de production que les jeux Xbox? Il est bon de ouf. Non, pas du tout. Non, c'est juste comme on le disait, c'est deux visions, deux philosophies. Et effectivement, ce que va faire un studio d'un côté, est-ce que tu penses que GTA demain, Sony arriverait à gratter une exclusivité et GTA 6 arriverait comme ça en exclu chez PlayStation? Non. Un jeu comme ça, j'en doute. Non. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être disponible comme ça Day One sur des offres pareilles? GTA, c'est pas un jeu PlayStation. Non, justement, mais imagine demain Sony arrive à négocier une exclusivité. Est-ce que tu penses qu'un titre pareil, on pourrait te le mettre Day One sur une offre pareille? No, GTA était dans le Game Pass. Oui, mais longtemps après sa sortie. Ouais, mais c'est quand même là. Reza. Ouais, j'aimerais prendre l'analyse un peu à revers, d'un autre sens. Vas-y, revers-toi. Revers-toi. Déjà, il y a le truc de la PS5 qui est sortie avec des jeux à 80 balles. Et la Xbox Series X, je crois que c'était 70. Oui, c'est ça. Toujours. Sauf, attention, certains jeux multi-supports qui veulent s'aligner et qui se sortent quand même à 80 sur les deux machines, histoire de ne pas en favoriser une. Donc tu vois déjà, tu as ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de studios chez Microsoft. Donc Microsoft a fait l'acquisition de pas mal de studios. Et récemment, j'ai vu une petite image sur mon Discord qui traînait avec les exclus, entre guillemets, Microsoft depuis la sortie, les exclus Play. On est un peu à la ramasse, côté Xbox. Et t'as ce. On en a 5. On a Forza, on a Halo. Je sais même pas si on en a 5. Hellblade, il est pas sorti encore. Non. J'attends beaucoup, tu vois. Vraiment, je crois qu'il y a eu 4 exclus Microsoft depuis la sortie de la console. Psychonauts aussi. Hein, ouais, ça fait 3. Tu peux remettre ça dans ouais, ça fait 3, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on en a pas plus de 5. Flight Simulator. Flight Sim, ça fait 4. Et attends, il en manque un là. Gears of War 5, c'est pas 2022, les gars? Il nous en manque un. Qu'est-ce qu'il nous manque, les... Je sais plus. Il me semble, il y a pas le jeu d'horreur à la con, mais il sort partout, lui. Voilà, pour revenir dessus, encore une fois, moi je suis pas... Medium. The Medium, mais il ressort sur Play, mais il est ressorti, c'était une étude temporaire. Je reprends dessus. Donc, nous, on a un peu ce problème. Et un des arguments des pros Sony, parce que il y a des pros Sony sur Internet, un des arguments des pros Sony, malheureusement, c'était que, le Game Pass, c'est un peu les rageux du Game Pass, on va dire ça clairement, ils disaient, le Game Pass, c'est cool, mais la plupart de vos jeux sont pas ouf. Et je pense que, peut-être, donc c'est une supposition, c'est de la spéculation, peut-être que Sony n'a pas envie de tomber dedans, parce qu'il faut savoir que quand tu as une marque, tu as aussi une image de marque. On prend le cas d'Apple, aujourd'hui, Apple, c'est une marque de luxe. C'est une marque de luxe, ils veulent pas brader, ils veulent pas machin, parce qu'ils veulent les gens qui achètent des iPhones pensent être dans une catégorie de personnes spéciales, même si c'est pas le cas, malheureusement. Et je pense que tu as un peu le même effet que Sony. Quand tu vois encore que des gens de 40 ans font des guerres de consoles sur Twitter, tu te rends compte qu'ils sont encore dans leur cerveau un peu indirectement. Et je pense que peut-être le fait de dire à Sony, OK, nos grands jeux, entre guillemets, ou qu'on a l'habitude de dire, OK, nous, on a tel jeu, regardez-vous, Xbox, vous n'avez pas ça. Le fait de les avoir peut-être en Day One dans le PS Plus, ça pourrait casser l'image de marque. Donc moi, je ne parlerai pas forcément de qualité de jeu ou quoi, je parlerai d'image de marque. Parce qu'aujourd'hui, Sony... dans le cœur du joueur lambda, Sony, c'est stylé. Quand t'as une Xbox, t'es bizarre. Tu vois, moi, par exemple... Quand t'as une Xbox, t'es bizarre. Non, mais alors... Moi, j'ai la Xbox, tu vois. Moi, il y a la Series X qui est sortie, la Play qui est sortie, j'ai acheté que la Series. Ouais. Parce que j'avais besoin de la Series. Là, il y a cet abonnement qui arrive avec PlayStation, je vais prendre. Mais quand je parlais avec les gens, parce que j'aime bien analyser aussi les gens, comment ils réfléchissent, t'as vraiment ce côté où Sony, c'est très... faut jouer à la Play. Si tu joues pas à la Play, t'es ringard. Et donc, je pense que Sony joue aussi de cette image avec leur studio. Et demain, foutre en Day One Ragnarok, machin, ce serait dire, en fait, on est aussi cool que la Xbox, on n'est pas plus cool qu'eux. Et je pense que derrière, ça peut fortement jouer. Tu vois, c'est très psychologique. Peut-être qu'il y en a qui diront c'est de la merde, c'est peut-être le cas aussi. Mais je vois beaucoup ça au niveau des joueurs.
Et je pense pas que ce soit une question de qualité de jeu ou de prix, mais je pense que ça va vraiment jouer sur l'image de marque. Alors on rappelle parce que sur Xbox, la liste des exclusivités 2022, Crossfire X, Shredders, Exomecha, Tunic, Stalkers 2, Redfall, Scorn, Starfield, Grounded et Party Animal, Slime Rancher et des jeux un peu plus, on va dire, un peu plus confidentiels comme Replaced, Dead Static Drive ou encore Warhammer 40 000 Darktide sur Planet of Lana, pas mal de petits jeux indés, Little Witch of the Wood, etc., RPG Time, Way of the Wood. Donc il y en a vraiment beaucoup en 2022 de ces exclus, mais c'est vrai que ceux que l'on attend beaucoup, c'est Crossfire X, Tunic qui est sorti, Stalkers 2, Redfall bien entendu, ainsi que Starfield, Grounded aussi, qui est évidemment attendu. Bon, je m'adresse ici à ma droite, ici. Est-ce que tu penses que sortir les jeux PlayStation Day One sur le PlayStation Plus, j'ai déjà oublié son nom tellement ça me casse les pieds Extra. là. Non, les Premium, voilà, c'est ça. Ce serait une immense erreur pour les jeux PlayStation. Après, en fait, ils ont une psychologie, comme expliquait Reza, un peu différente. Et c'est vrai qu'on peut ressentir ça, par exemple, on va sortir un jeu Day One, ça veut dire qu'il sera peut-être pas aussi ouf. Et surtout, en fait, l'avantage du Game Pass, c'est que tu fais des jeux, mais tu les finis pas forcément. C'est que tu enchaînes, tu as plein de découvertes, tu as plein de jeux comme ça. Est-ce que Sony essaierait pas en fait de se différencier du Game Pass en essayant, la personne paye son jeu, elle doit le faire dans son entièreté. Dans le sens où elle va profiter différemment, elle va vraiment consommer son argent et ne pas juste s'arrêter et aller sur d'autres choses, un peu vaguer à d'autres occupations. Et c'est vrai qu'avec le Game Pass, il y a un peu cette dynamique du joueur à tester plein de choses parce qu'il a la possibilité de le faire. Et c'est vrai que avec Sony, en plus, c'est un peu... C'est vrai que la comparaison avec Apple est plutôt pas mal, c'est que la personne va profiter peut-être plus de son jeu, en parler peut-être davantage, parce qu'il en a aussi pour son argent. Et à ce moment-là, il y a une autre vibe et une autre hype qui se crée en fait. Ouais. Alors je cite JC89 sur le chat, désolé mais la plupart des jeux c'est de la merde. Perso j'ai un PC et je lance aucun jeu du Game Pass quasiment. Stalkers 2 je l'attends, le reste bof. Voilà, en gros, c'est vrai que dans l'idée des gens, les jeux Game Pass, c'est des jeux nuls. Non. Mais c'est... En fait, ça, c'est des jeux, tu vois, ça, c'est typiquement ce qui sortirait de la bouche d'une personne qui ne joue pas vraiment et pas beaucoup, Parce en que fait. le Game Pass, c'est pas une Xbox, Non, mais désolé, mais... Non, mais c'est pas faux. Par exemple, c'est pas faux. Mais attends, parce que Ken, il a fait tu m'as fait une révélation l'autre jour. Tu sais que maintenant, je m'amuse à demander à tout le monde, est-ce que vous connaissez le Game Pass ? Ouais. Mais t'as raison. Personne connaît. Les gens ne connaissent pas. Pourtant, 25 millions d'utilisateurs. Ouais, mais je te promets qu'il y a plein de gens qui jouent aux jeux vidéo, tu sais, mais pas de manière casu, tu vois, genre juste par kiff, un peu le week-end, un peu en famille, avec des potes de temps en temps, ça se connecte sur du FIFA. Jeu, il le consomme et après, il va peut-être y rejouer ou c'est tout. Mais c'est ça, et je te jure que quand j'ai parlé de ça, à chaque fois, t'avais raison, Ken. Effectivement, la plupart de ces joueurs-là ne connaissent même pas cette offre-là. Ils sont pas au courant, tout simplement. Et je pense pas que ce soit à cause de la qualité des jeux que l'offre propose. Non, c'est plus, comme on le disait, c'est une question d'image de marque, de positionnement aussi stratégique de la part de Sony. Et je pense pas, comme je le disais l'autre jour, que ni l'un ni l'autre ait, tu vois, une plus-value. C'est juste deux visions différentes qui sont en fait en train de réussir à créer une coexistence. C'est-à-dire, au lieu de faire la même chose, moi je te propose ça parce que peut-être que toi ça te conviendra mieux et nous on vous propose ça. Et maintenant, dans le meilleur des mondes, si toi t'aimes tout ça, tu peux profiter de tout. Okay. On rappelle aussi évidemment que dans le Game Pass, vous profitez du catalogue Electronic Arts, c'est-à-dire que vous avez les jeux Electronic Arts des plus 6 mois, on va dire, disponibles et 100% jouables, donc c'est quand même là, Suri. Je veux rebondir aussi là-dessus, parce que c'est vrai que là, on est beaucoup sur des décisions qui sont marketing, finalement, c'est un peu de ça. Et autant il y a le positionnement de marque, autant il y a aussi cette idée de OK, on a du retard, par exemple, sur l'offre Game Pass, qui est l'offre de Xbox depuis des années. On a énormément de retard. Et PlayStation, dans l'idée, c'est toujours de se différencier, même en marketing, tu veux te différencier de ta concurrence. Là, c'est la même chose avec PlayStation qui va éviter de partir sur une guerre, tu sais, la guerre des consoles que tout le monde disait, ou ce genre de choses, où on sera sur des mêmes produits. Là, on va partir sur des services et des produits qui ont une philosophie différente et qui, dans l'esprit de chacun, va être plus intéressante, dans le sens où ce sera pas « Ok, moi, je choisis mon camp, etc. » en disant « Tiens, c'est cette console-là. » C'est « Moi, j'appartiens à cette identité de marque. Je suis du clan PlayStation. » Et ce sera beaucoup plus fort. Et même dans la logique des jeux en eux-mêmes, de ne pas avoir forcément les AAA
Day One, je pense que c'est aussi déjà une manière de se différencier, mais aussi une manière de répondre à cette philosophie de investissement, succès que le PDG de Sony parlait en disant si tu le testes et après que tu l'achètes, tu vas vraiment profiter de ton jeu et ça va vraiment être un succès. Tu vas peut-être même tomber amoureux de cette licence. Alors que Xbox, ça fait un peu l'effet Netflix qu'on a déjà vu où il y a tellement de choix que tu vas potentiellement avoir moins d'affect, créer moins de liens avec un jeu en particulier. Tu as raison, c'est très le marketing moderne. On valorise évidemment les vaches à lait pour le côté premium des choses. Tu veux terminer là-dessus ou pas ? Ouais, je vais terminer dessus. Du coup, nous, la conclusion qu'on avait fait hier sur mon stream, c'était un peu que finalement, l'offre, c'était pas forcément. Faut pas le prendre comme Sony arrive avec un concurrent du Game Pass. C'était plus en mode Sony veut concilier ces deux offres PS Plus et PS Now. Parce que si j'ai pas de bêtises, c'est deux abonnements. Moi, je le prends. Sony veut faire payer plus cher son PS Plus. C'est surtout ça. Tu vois, mais du coup, parce que PS Plus et PS Now, tu le payes séparément aujourd'hui, non ? PS Plus et PS Now, tu payes séparément. Et la réunification des deux en termes de coût égale l'offre premium, exactement. Et du coup, il y avait derrière aussi, comme il disait avec les... J'ai vu parce qu'il y avait eu des débats avec les éditeurs, qui disaient que la volonté, c'était pas forcément de booster le truc, mais plus de ramener des nouveaux utilisateurs. Et pour le coup, moi, je trouve que dessus, ça a marché. Par exemple, moi, sur PlayStation, j'ai plus le PS Plus. Tu vois, ça fait un moment, je joue plus en ligne sur console, je joue sur PC. Mais avec cette offre qui va arriver... je vais rendre la PS5 de mon pote bientôt et je vais prendre ma PS5 du coup et je prendrai cette offre parce que c'est une offre qui me permettra de jouer à la plupart des jeux sans avoir à en racheter derrière. Il y en a qui diront ouais mais machin, faut vous dire que c'est pas tout le monde qui fait tous les jeux Day One. Ouais, c'est pas clair. tout le monde qui a le temps de faire jeux Day One. Moi pendant mes 5 ans de compétition de jeux de combat, je jouais pas aux jeux solo. Donc c'est quand j'ai arrêté de faire de la compétition en 2020 que j'ai refait les jeux solo que je voulais faire, que j'ai loupé de 2015 à 2020. Donc j'ai fait Nier Automata, j'ai fait Sekiro, j'ai fait machin et tout. Donc déjà ça c'est un cas qu'il faut prendre en compte. Et deuxièmement, ça c'était pour le Game Pass. Non, sur le Game Pass les gars, il n'y a pas que des jeux de merde, parce que le jeu vidéo ne s'arrête pas à un style de jeu, j'ai envie de dire. T'as pas mal de bons jeux dans la tête solo, des gens, c'est ça. T'as pas mal de jeux indés. Et parfois ouais. t'as des jeux qui sont spécialement pas gratuits sur d'autres plateformes, mais qui le sont sur la Xbox. Par exemple, là récemment, tu prends Hades, Dead Cell et compagnie, ils sont tous sur le Game Pass. Mais sur les autres supports, si t'as loupé le moment où ils étaient gratuits, souvent ils y sont plus, pardon. Donc Game Pass, je pense vraiment, ça reste vraiment pas mal et ça reste une des meilleures offres du moment. Il y avait de perles, bien entendu, mais temporaire, il faut aussi s'y mettre, bien entendu. On verra évidemment comment tout ça va évoluer. En tout cas, plutôt réussi d'après ce que le chat dit. Une offre qui semble intéressante pour pas mal de monde et un avis très tranché, très différent. Peut-être un jour Microsoft réussira à faire changer d'avis les gens, mais pour le moment encore chez les gamers, que ce soit les Français, j'ai envie de dire. Depuis le début, j'ai God failli dire of ça. War, les gars, Ouais. Horizon, Ghost of Tsushima, The Last of Us, c'est Ratchet & Clank, ce sont le premium des jeux vidéo. Le reste, vous pouvez venir avec votre Forza du cul ou votre Starfield pourri. Bien de Forza, Ken. On n'en a rien à foutre de vos jeux, bien entendu. Voilà la vérité. Vous savez. On va se déchirer encore une fois un peu plus ici en parlant de la meilleure manette de tous les temps, puisque J'ai la réponse, Ken. Je ne l'ai pas vu encore. BAFTA Game a statué, c'est un vrai truc, les BAFTA Game Awards, le 7 avril, auront lieu le 7 avril dernier, avec pas mal de récompenses, et on a d'ores et déjà le match absolu et total des joueurs sur la manette la meilleure du monde. On peut faire un vote et au plateau. Alors, avant que je vous donne la manette la meilleure du monde élue par les joueurs, quelle est pour vous la meilleure manette de tous les temps autour de la table? KO. Je parlerai juste en termes d'aisance. Ouais, vas-y, dis-moi ton ressenti. Manette Xbox. Xbox, très bien. Quelle Xbox exactement? Je crois que ça doit être c'est laquelle j'ai la manette Xbox. Je crois que c'est elle parce que j'ai l'Afterglow. C'est une manette, une manette filaire. Ouais. Donc ok, 360, très bien. 360 aussi. 360 ici. Alors, je suis un peu c'est ce que j'allais dire, mais comme on l'a dit, je vais prendre la deuxième manette de cœur, celle de la GameCube, bien évidemment. GameCube, très bien, manette GameCube ici. Pendant 15 ans, ma manette préférée c'était la 3.6.
Ok. Je préfère la manette de la Series X. Manette de Xbox Series ici. Ouais, elle est mieux. Elle est clairement mieux. Je dis, En j'ai joué, tout point. j'ai joué tu sais pendant quoi 15 ans avec la manette de 3.6. Ouais, Ouais. non, mais Mais la manette de Series X, tous ça mes m'a. potes Xbox me disent l'inverse. Ils sont dégoûtés des Ah, je nouvelles suis ton manettes pote Xbox. Xbox, moi. C'est et pas je te dis possible. oui. C'est un des potes Xbox, c'est vrai. Comment tu peux être dégoûté de la manette de Parce que Series en fait, elle a réduit en taille. Oui. Elle est beaucoup. Très bien. Et aujourd'hui, c'est mieux. ils trouvent. Bah, mais du coup, eux, ils ont des grandes mains et ils me disent que ça leur va pas Ah, du tout. Alors ouais, qu'ils ont ouais. toujours détesté les manettes Sony. Aujourd'hui, la DualSense leur convient mieux. Là où anciennement, en fait, c'était plutôt les manettes de Le Xbox. DualSense, j'aime pas. Eh Oui, ça bien, dépend des tailles, hein. sachez que la meilleure manette de tous les temps élue Elite sur V2. un tournoi, c'est la DualSense, la manette de la PlayStation 5. pas. Elle a battu la manette Attends. En finale, c'était contre la manette de Play 3. contre la manette de contre la manette de PlayStation 2. hein. Norman Là, Genius, Elle a battu la manette 64, elle a battu la Wiimote, elle a battu la manette de PS2. Manette de PS2 qui a atomisé le pad Elite 2, je vous rappelle quand même, C'est- ainsi que les Joy-Con. La manette de Super NES a fait de la résistance. Malheureusement, voilà, entre une manette de GameCube et une DualSense, c'est la DualSense qui l'a tout de même emporté. Meilleure manette de tous les temps. Peut-être parce qu'elle laisse pas les joueurs tout seuls, parce qu'elle parle. Mais c'est Peut-être, hein, c'est pas- Ouais, les PS4 parlaient possible. aussi, hein. J'aimerais Mais- tellement entendre Norman là, tout. Ouais. qui nous Aïe, dit aïe, genre aïe. oh c'est quoi ce bordel. Ouais, Voilà, donc bah, sachez que pour les joueurs, une croix pourrie et des sticks symétriques font la meilleure manette de tous les temps. Et ça, c'est la vérité. Et que la deuxième meilleure manette de tous les temps, la manette de PlayStation 2. hein. Après, moi, ça a été longtemps la meilleure manette. En vrai, celle de Play 2. Mais dès que j'ai eu celle de 3.6 dans les mimines, c'est passé. On va Parce que coincer j'avais KO. jamais eu avant de manette Xbox. J'avais une PlayStation 2 et je profitais que de ça, vraiment. Mais, Oui, c'est parce c'est qu'elle plus une était question bien, d'habitude c'était parce qu'elle parfait, convenait. avec les petites mains, les joysticks sont bien placés, tout est... on va dire, c'est- Calme-toi. Non, mais c'est vrai. À chaque fois que tu dis c'est bien le symétrique, il trigger. Genre il est en mode. Oh, Non, c'est pas j'ai vrai. rien fait. Non, mais vraiment, c'était gros feeling sur celle-ci. et- Je peux même pas faire un top 4 ici, mais bon, essayons de faire le top possible. 4, au moins la demi-finale. possible. Vote du chat donc entre la DualSense, manette GameCube, la DualShock 2 et la manette Super Nintendo. Quelle manette aurait, selon vous, mérité de Guitar passer? Si j'avais eu à choisir, c'est très clairement c'est l'Elite V2 que Ah ouais. je mets vainqueur, puisque c'est la plus complète, la plus de features, la plus ergonomique, la plus, T'as des palettes et la tout, plus genre. modulable, Genre, je comprends même pas. Ils ont même pas mis la- tu vois. ils ont même pas mis la Astro C40. la plus transverse, c'est vrai. Où c'était que des Ouais, manettes c'est peut-être de constructeurs directement. Ouais, je pense, ouais. Ouais, Du coup, il y en non, a parce que aucune. t'as le tapis de DDR Ouais, ou t'as- Bon, Ah ouais non, comme ça. C'est vrai qu'il y a Ils pas- auraient dû mettre l'Astro C40. Elle était vraiment pas mal, l'Astro C40. Mais attends, mais on parle de manette, mais oui, regardez, la colonne de gauche, la troisième, c'est quoi déjà? C'est le Kinect. Ça, c'est Kinect. C'est de Kinect, Xbox. mais Kinect. c'est pas une manette. Bah, c'est le En quelque Si, sorte, parce c'est que- c'est le contrôleur c'est motion. toi qui te C'est- mets en mouvement, enfin- Ça permet de contrôler les jeux vidéo, donc Ouais. c'est un Ouais. contrôleur Oui, de jeu. hein. C'est mais, le combat des contrôleurs de jeu là. hein. Ouais. Donc Ouais, oui, ouais, oui, ouais. si, c'est clairement. Clairement. Et ils ont mis en plus les catégories qui étaient un peu en versus. La Oui, manette, on tu vois, voit ça, ouais. par global. contre, Bon, la DualSense face à Nintendo 64, je vois pas trop. Qui a en fait le quoi c'est en sondage versus, Bah, mais Je vois dans le chat la manette de Xbox X, elle est où? Mais elle est pas. Genre, Non, elle est- ils parlent du sondage Twitch. Ils l'ont pas mis dans le sondage Twitch. Ah, non, reprends Ah, les elle est quatre pas finalistes. dans Reprends le- les- il y a les Les la- quatre il y a finalistes, la Elite Series la manette 2. de Xbox, elle s'est fait atomiser. Elle y Personne est même pas. ne l'aime. Personne ne l'aime. Mec, Non, elle a perdu mais contre si, la elle est manette bien, moi, je PS2. l'adore. Elle a perdu contre la manette PS2, une manette filaire avec des sticks analogiques mous qui meurt au bout de 30 secondes. C'est exact. Mais je comprends pas. Je te Tu te rends jure, Ken, les gens ils jouaient pas à la console. Non, mais Non. La attends. manette de Play 2, comment elle partait en couille en Bah, 3 mois, oui. c'est n'importe quoi. J'en ai eu beaucoup. T'appuies fort sur le bouton. Hein, non, parce qu'on jouait à des jeux qui demandaient Ah de oui. l'exé. Et du coup, quand tu mettais ça, Eh les bien, analogiques ils se barraient trop. Et moi, je vais vous faire Il Je- était ouvert, tu te rappelles, il s'est ventré et tout. C'est ça. je Moi, vais le vous, mien, il était éventré, genre vous vraiment. faire Ouais, redescendre Ça part sur comme terre ça. tout de suite, les J'avais peut-être la manette rageux. indestructible dans les mains, j'en sais rien. Je vais vous faire redescendre tout de suite. C'est la DualSense qui l'emporte actuellement Bien dans le sûr. sondage. 52% face aux vieilles chiottes rétro gaming là, que sont Ah, en même temps. la DualShock, la GameCube et la Super Nintendo. J'avoue, avec les Voilà. choix qu'on a là, moi je vote DualSense aussi, tu vois. Quand même, la Ah oui, manette, moi aussi, elle dans a les choix. des vibrations ultra perfectionnées, elle a des retours haptiques sur les gâchettes, elle a quand même une prise en main qui est stylée, tu vois. Il y a un commentaire de ces menteurs. Comment ça
Je ne dirai rien sur nos conversations hors bureau, Ken. Mais écoute, moi j'essaye d'être le plus objectif Bien sûr, possible. Ken, tu fais très bien ton La travail. DualSense est objectivement une meilleure manette que la manette GameCube. Dans la liste, il n'y a pas à tergiverser. On est tous d'accord, évidemment, c'est la seule manette next-gen. Mais ça fait mal de voir une Elite V2 Écoutez, se faire alors, clap par ça une n'est pas le PS2. cas. Ça n'est pas le cas. Maintenant, on va voir auprès des vrais gamers que sont le spectateur du Launchplay versus entre la DualSense et on va vous la mettre. La manette Elite V2 / Xbox Series si vous préférez. C'est DualSense qui gagne, hein. Bref, 53%. regardez bien. Oui, c'est la DualSense qui gagne et qui majorité absolue, hein, c'est-à-dire élue dès le premier tour championne des manettes. C'est la vérité du ressenti des vrais gamers qui sont là. On regarde le vrai gamer qui est Black Panther dans le chat, on t'embrasse, il a dit la manette PS2 j'en avais 10 à cause de DBZ, toi-même tu sais. Oui, je sais, je sais que trop bien. Mais évidemment. Je sais que trop bien. Mais confond, Quand on fait double Kamehameha, Mais bien sûr. 45 degrés, Mais tourne bien analogue. En 2 mois et demi, le truc il saute. Auprès des vrais gamers du Launchplay, la manette DualSense est-elle une meilleure manette que la manette Xbox Elite? Vous avez évidemment 2 minutes pour voter. Le sondage. C'est évidemment un sondage qui sera 100% officiel et nous pourrons On va le l'envoyer donner au BAFTA Game, Le vrai sondage. bien entendu. Je crois vous qu'il y a eu un rappelle, réveil là. Dans je le vous chat. rappelle, Le sondage. je vous rappelle quand même que la manette a perdu contre la manette de PS2. Hein, on rappelle quand Mais même c'est une finale de merde. la vérité. C'est chaud. La manette en vrai, c'est pas PS2. mal. En vrai, fallait mettre Series X contre PS5. Parce qu'au final, Elite V2, Oui. c'est une Bah manette Voilà, c'est à même 200 pas le. €. Ouais, merci. Vous vous rendez compte que là, on est en train de dire qu'une manette à 200 balles vaut moins qu'une manette il y a plus de 15 ans là. La DualSense, elle a son petit prix quand même, hein, ça va. Ouais, mais mais elle vaut coûte- deux elle fois coûte moins 60 balles, elle en vaut fait. 2 fois Genre. moins cher que l'Elite V2, tout à fait. En tout cas, eh bien oui, quasiment par chaos, 63% des votants, c'est la manette Xbox Elite hein, qui bat la manette DualSense en tant que meilleure manette. Voilà, sur le camp. Vous voulez le versus au même niveau de Ouais, au prix même niveau. Au même niveau de prix Très bien. Xbox Series X, PS5. DualSense. Manette d'Xbox Series Ça, c'est un bon versus manette DualSense. Vous l'aurez bien entendu, on va faire ce dernier sondage. Évidemment, la manette Elite, qui est reconnue comme étant vraiment une des meilleures manettes au monde à l'heure actuelle, est là. Très curieux de savoir si c'est du coup juste manette Xbox dans votre tête ou En vrai, pour La Simon. la symétrie. petite. ouais. Attendez, j'ai perdu son pseudo, je l'ai vu passer. Il y a Vieille Mouette, je t'embrasse Oh. aussi, qui dit justement, mais la manette de Switch Pro, ne l'oubliez pas. En vrai, ça peut être pertinent d'avoir. Elle est cool, oui. ouais. Parce qu'elle n'est pas, franchement, Soyons sérieux 5 minutes. la manette. On parle de console de jeu, on parle pas de trucs pour enfants. Ouais, c'est vrai, Je suis choquée. Il nous régale. Écoutez, Il fait ça pour les amis bro. Madame de la jungle, Madame de la Ah. jungle. Nous parlons de manettes avec des technologies de vibration, de gâchettes, Ouais, des de gâchettes retour adaptatives. haptique. Voilà, de retour haptique. On ne parle pas d'une manette qui, lorsque tu appuies sur le bouton Home, il reste planté pour peu que tu aies mangé ta tartine de Nutella avec les doigts juste avant. Pardon, il est vrai que je voulais juste voir Nintendo en bas de classement. Pardon. Voilà, Pardon. exactement. Manette de DualSense versus manette de Series. Et c'est la manette Series hein, qui va l'emporter, à mon avis, assez nettement pour 60% des votants chez les gamers. Bon, de toute façon, il n'y a que des PCistes dans ce foutu chat du Launchplay. C'est la manette de sont pas offensés. Xbox qui est la meilleure manette du monde à l'heure actuelle. Tour de table, partagé ou pas? Non. DualSense ici. Non. Enfin, Entre laquelle et laquelle non. Entre la DualSense, non. Tu préfères la DualSense ou la manette de Xbox? Xbox. 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 Ah Moi, j'aime bien les sensations. J'aime beaucoup les retours haptiques, mais je dois avouer que je passe plus de temps sur la manette Xbox. Xbox. Mais toi, elle a, c'est ça, elle a ses Il faut qualités. parler, C'est très bien. Reza, il faut parler. Xbox. Mais sur ma PS5, Xbox. je suis bien avec ma DualSense, tu vois. Et surtout, je vais te dire, moi, asymétrique. En vrai, tu vois, si on parle d'un truc, parce que même sur Play, quand je joue pas un jeu de combat, je joue avec la manette Macon asymétrique. Ah oui, C'est d'accord. surtout, voilà. Depuis 2001, je joue sur L'asymétrique. l'asymétrique, donc je suis resté dessus. Ah, évidemment, le stick analogique. BAFTA, voilà, il y a moyen de détruire le monde. Vous pouvez évidemment envoyer tous les résultats de ces sondages TNF Launchplay. The North Face. Voilà, directement.
directement au BAFTA pour ça. On va parler évidemment de la news qui a bouleversé. Wow. Ça, je l'aurais mis parmi la pire manette de tous les temps, moi, Ouais, personnellement. Mais Ça fait partie des manettes les plus rincées. je pense que c'est une des manettes les plus rincées. Dans Ocarina of Time avec les boutons jaunes. C'est ça, Et voilà. ça, c'est stylé, mon En frère. clock Ouais, j'avoue. que t'avais à la main en jouant à des Mario Party ou des trucs comme ça à la fin, c'était Incroyable. infâme. Le stick analogique ne tient pas Je comprends la pas le route, principe de l'ergonomie de jeu comme ça est C'est bien là le absolument problème. à Personne chier. ne comprend le La principe. croix est On trop est né trop excentrée et tard. trop dure. Les gâchettes sont mal positionnées. Les boutons sont pas à la même taille. C'est une horreur. Impossible de mapper dans les 3 quarts des jeux. C'est de la merde. Poubelle. Zelda, Breath of the Wild, Deux. a annoncé son Les deux. report pardon. hier. C'est tombé comme ça, comme un cheveu sur la choupe. Eiji Aonuma est venu et a commencé son message comme il commence à chaque fois ses messages. Désolé. Voilà. Désolé. Non, mais c'est très bien, J'ai une c'est- nouvelle coupe de cheveux trop stylée, mais j'ai pris un peu de poids parce que je me mets vraiment bien. Non, c'est pas bien de dire. Franchement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors ça, par contre, non. Enfin, tout de suite, pas non. la physique. Pas le physique. Je sais En pas, plus, mais j'ai je vais pas dire- dit qu'il était pas stylé. Non, mais moi, J'ai dit qu'avant, par contre, avant, il avait l'air maigrichon. C'est vrai. Par contre, j'allais dire, moi, je le trouve bien plus stylé aujourd'hui, Voilà, beaucoup plus c'est ça, charismatique exactement. actuellement. Et on est d'accord qu'il a pris, Complètement. il a pris en plus charisme. Exactement. C'est ce que je voulais- Glow je voulais dire. up, la glow up de ouf. Le jeu est repoussé au printemps 2023, annoncé pour fin 2022. Eh bien, précédemment, évidemment, les fans en sueur partagés entre, eh bien, on va dire, les fanboys aveuglés de Nintendo qui disent mais prenez votre temps, le jeu n'en sera que mieux, et les personnes totalement objectives qui nous disent que finalement Nintendo fait exactement comme PlayStation, ils annoncent des dates pour ensuite ne pas les tenir. Où vous placez-vous ici? Le report est-il une bonne chose pour le jeu ou finalement une erreur de communication grave, Kao? Une bonne chose pour le portefeuille. Une bonne chose pour ton portefeuille car à la fin de l'année t'es chargé, c'est ça? Bah, de toute façon, un peu comme chaque année. Hein. Mais pour le coup, après, Zelda Breath of the Wild, c'est pas un jeu que j'attends, donc je vais pas trop me prononcer là-dessus. À ce moment-là, étant donné que je l'attends pas, je vais faire partie de la team. Tant mieux si c'est reporté, ils vont prendre plus de temps dessus et voilà, hein. Très bien. Très bien, absolument très bien. Ce report, Moi, franchement, je dis ok, pas de souci. Parce que. Ah ouais, mais en vrai, le. fanboy de Nintendo, je m'en serais pas douté là Écoute, avec cette casquette. là, hein. ce week-end, en plus avec cette casquette, j'ai déjà fait 2 précommandes là, pour là, les 6 prochains mois de Nintendo. Là, j'ai déjà Mario Strikers. Donc mes précommandes sont en place. Il y a peut-être un Lego là, qui va partir avec la saga Skywalker. Mais globalement, le 1 était tellement une claque que je veux qu'ils prennent tout le temps dont ils ont besoin pour me faire un truc aux petits oignons sur le 2, tu vois. Parce que je veux pas avoir... Le report d'Elden Ring l'a pas empêché de sortir buggé. Hein. Oui, bien sûr, mais Ouais, tu mais vois, le 2... Optimisé à la pisse. Hein. Oui, mais après, c'est Elden Ring, ça c'est un autre truc. Là, Breath of the Wild 1, il était vraiment insane à sa sortie. Je veux qu'on ait la même qualité sur un Breath of the Wild 2. Et si ça permet de prendre plus de temps, La même pas nous qualité. faire un Pokémon Arceus, Qualité. hein, parce que bon, on Qualité, est encore il a un dit. peu là, mais pour éviter un Pokémon Arceus, moi je suis preneur surtout sur une licence Très Zelda. bien, Lox. Bon, de toute façon, vous allez faire quoi Ah oui, non. Et là, Elle traduit le message à nous. De toute façon, tu veux faire quoi? J'ai envie de prendre plus de temps sur mon jeu, tu vas faire quoi? Hein? Non, mais on se Moi, retrouve j'ai à République ce week-end. Pardon. Regarde. Non mais en fait, t'as pas le choix quoi. Genre ouais bah il est reporté. Vous pouvez gueuler, ça va rien changer donc. 6 ans pour sortir une suite au jeu qui semble quand même reprendre un peu les assets Oui. du premier. Oui. 6 ans. Un 2. Mais qu'est-ce qu'il y Il y a a? un 2, du coup Qu'est-ce tu qu'il y a reprends dans les ce jeu assets du 1 et tu fais un 2, donc 6 ans je pense que c'est trop. Moi j'aurais bien voulu que le jeu sorte cette année en vrai. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a les fanboys de From Software et il y a les fanboys de Zelda. Ouais. J'aurais bien aimé les voir se Il y a un bagarrer. versus. Genre je prends mon thé, je suis assis sur l'ordi, je regarde, je dis des conneries. Avec le popcorn. Ouais, c'est un peu mongol sur internet parfois, mais bon. Mais ouais, je pense que 6 ans pour une suite, c'est beaucoup. Là, on a God of War Ragnarok, c'est quoi? C'est 4 ans et demi? Ouais, À peu 2018-2022. 2018, ouais. 2018-2022. Au moment où il est sorti, du coup, il était déjà Du coup, en c'est un dev. peu le même principe, c'est partir sur la base du 1 et faire un 2. Donc j'espère qu'il y aura des raisons pour lesquelles ils ont mis 6 ans, pardon. Ouais. Moi, je compte pas spécialement y jouer. J'ai pas fait Breath of the Wild 1. Et Bah, déçu Tu auras qu'ils sortent l'occasion en de faire les 2022. deux. Alors, C'est vous génial. savez, T'as le temps maintenant. j'ai souvent dit comme ça ici dans le Lunchway, moi je déteste qu'on m'annonce une date pour ensuite la reporter. Je préfère qu'on fasse Breath of the Wild, c'est 2023, et qu'on dise, écoutez les gars, on a bien taffé,
Le jeu sort avant. Voilà. Mais ça n'arrive jamais. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance en aucune date donnée par aucun développeur. Et si même Nintendo s'y met, bordel, ça commence à devenir vraiment casse-pied. En fait, la perte de confiance, elle est totale. Le jeu, t'attends juste qu'il y ait la vraie date de sortie, mais les effets d'annonce 2022, c'est des effets d'annonce juste pour provoquer des achats de Switch en conséquence, mais pas du tout des dates qui sont réalistes dans le carnet de développement des développeurs. Et ça, je suis désolé, ça s'appelle du mensonge, pur et dur. Alors, très chiffon. Je vais faire l'avocat du diable. Faut aussi prendre en compte le fait qu'on est passé par une crise de pandémie à échelle mondiale. Vous n'allez pas me ressortir ça 2 ans après, mademoiselle de la jungle. Je suis avec Ken sur ce Parlons des C'est la chiffres. tout aussi là. Ça suffit. Non mais et du coup, forcément quand tu arrives à une certaine phase du jeu et que tu as les teams audio qui se retrouvent à devoir faire des modifications last minute et que du coup on est obligé de renvoyer des trucs au QA parce que effectivement il y a des rapports de bugs qui sont réévalués constamment et puis en fait finalement on continue de pousser un peu plus loin dans le jeu et puis on en redécouvre encore des listes et des listes. Comprends et je me dis avec l'incident qui a pu se produire sur un titre tel que Cyberpunk aujourd'hui les studios comment Le C-word. tu n'as plus c'est vraiment devenu le mot Le mot interdit. en fait je pense que enfin je vais pas dire que ça a créé un traumatisme non plus parce que là j'extrapole légèrement mais c'est pour dire qu'aujourd'hui les studios ne veulent pas reproduire ce qui a pu se passer pour leur image à la fois de studio mais aussi pour la qualité de leur jeu derrière. Et du coup, j'entends qu'aujourd'hui, les deux phases, c'est soit on t'annonce une année avec une fenêtre, comme a pu le faire Hogwarts Legacy. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, t'as la moitié des joueurs qui chialent parce que on n'a pas notre date. Donc en fait, c'est. Mais après, en plus, ça Breath of the Wild n'a absolument pas peur de jeu en face de lui. C'est pas ça la raison du report. Ouais, C'est juste que là, ils n'ont pas le temps de clôturer le jeu en fait d'ici fin 2022. Mais ils ont dit qu'ils visaient 2022, il me semble. Ils n'ont jamais promis une date. Arrêtez Ils ont avec jamais les mots. promis Ça s'appelle une malodélique. Je les connais parfaitement. Non, Ces phases-là. C'est une anti-star. Ouais, ou une anti-star. C'est jouer sur les mots à demi-mot. Moi, quand je vois un 2022 apparaître à la fin d'un trailer, je suis désolé, mais ça annonce quand même une fenêtre de sortie assez claire. Mais est-ce que t'es pas rassuré de te dire, regarde, ça se trouve, là, ils ont fait un truc. Ils ont retesté le jeu à 100%, puis ils se sont dit, ouais, mais tu vois, sur la fin, je suis un peu déçu, j'aurais peut-être rajouté ça. Est-ce que t'as pas envie justement qu'ils te reformulent le truc et te proposent et qu'ils aillent plus loin encore? Certes, et justement, donc c'est là la question pour terminer là-dessus. Est-ce que 6 ans de développement pour Breath of the Wild, là où des studios comme PlayStation sortent des jeux, excusez-moi, quand même bien plus beaux et bien plus riches graphiquement en 4 ans seulement au niveau des suites, ça veut pas dire que ce Breath of the Wild 2, il va avoir des choses à montrer. Peut-être pas du ray tracing, mais un univers et une étendue de jeu complètement démesurée finalement. C'est peut-être ça qui faisait. Peut-être qu'on n'imagine même pas ce que le jeu pourrait avoir à nous proposer. C'est ça que l'on peut se dire. C'est très compliqué à estimer. Après, on peut reprendre ce qu'a dit Eiji Aonuma, c'est qu'on va avoir les lieux que l'on connaît du 1, mais il y aura aussi toute la partie des cieux qui vont être explorables. Et là, le tout, c'est qu'on n'a pas véritablement d'éléments pour mettre un curseur en mode est-ce que ce sera une petite zone? Est-ce que ce sera exactement tout ce qui était sur Terre, plus ça, mais dans les cieux? Donc faire un x2 sur la taille de la carte de Breath of the Wild 1, on n'a aucun curseur pour le dire. C'est ça, on verra en tout cas. Réponse plus tard. Sachez que Nintendo a maintenant quelques trous dans son catalogue après l'annulation, le report à une date indéterminée de Advance Wars et le report de Zelda Breath of the Wild. Il va falloir peut-être compléter quelques mois de sortie. Le 3 nous dira probablement quel jeu Nintendo n'a pas encore sorti de son chapeau capi pour remplir la fin de l'année. On va passer aux sorties de la semaine avec toi, Suri, et passer en revue le catalogue. J'ai vu qu'on reparle de Death Stranding. Ouais, c'est vrai. Avec, oui. Oh non. FedEx Stranding. Il y a même MV qui fait l'OPSP. Incroyable. Et oui, on est de retour avec le bon Kojima qui était sur son premier titre en partant de Konami, Death Stranding, à l'époque. Maintenant, on est sur la fameuse Director's Cut, qu'il n'aime d'ailleurs pas, parce que pour lui, c'est
En gros, qu'ils vont proposer le jeu avec 2-3 trucs qu'ils avaient développés mais qu'ils n'ont pas forcément mis dans le jeu final. Une Director's Cut, généralement, il dit que au cinéma, c'est quand on te met les scènes, les scènes coupées, quoi. Les scènes qui n'ont pas été sauvegardées voilà. pour le montage. Ouais, voilà. Ça, on te met beaucoup plus de choses et c'est là pour le coup on est exactement sur la même base, ce sera exactement le même jeu avec quelques petits trucs supplémentaires. Donc c'est une édition enrichie plutôt qu'une version alternative comme les Director's Cut on peut voir au ciné. L'intégralité du contenu de base est dedans avec les fonctionnalités sociales. Il y aura quand même quelques nouvelles armes et outils, des nouvelles missions de livraison et une optimisation de la conduite en moto. Uber. Aussi 2-3 implémentations de modes de jeu. Et globalement, on est avec aussi les options graphiques pour le PC, parce que ça arrive sur PC. Et globalement, on est sur une upgrade, parce que ça on peut upgrade son jeu? On peut upgrade. Okay. C'est-à-dire que c'est vendu à 39,99 sur Steam et Epic Games Store. Mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le truc initial. Le jeu 39, c'est nature. C'est ça. Et 9,99€ pour celles et ceux qui auront la version de base. Vraiment, c'est une version enrichie plutôt qu'une Director's Cut en tant que telle. Très bien, impeccable pour ce Death Stranding. On enchaîne. On enchaîne avec Weird West qui arrive ici. Ah bah ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui sort. Et oui, il arrivera sur PC, PS4, Xbox One et il sera dans le Game Pass d'ailleurs. C'est un jeu qui est développé par Wolf Eye, qui est édité par Devolver Digital, forcément. C'est la toute première création d'ailleurs du studio en tant que tel et qui est fondée par des co-créateurs de Prey et de Dishonored. On a quand même une sacrée expérience. Et en gros, c'est un action RPG en vue du dessus qui se déroule dans une région au look western. On a un petit peu l'imagination qui part vers le film de 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, Cowboys versus Aliens de Jon Favreau. Oui, d'où pour le coup, c'est les shérifs et les bandits qui partagent leurs frontières avec des créatures fantastiques. Et le tout est en cel shading avec de la vue du dessus, mais il y aura aussi quelques petites phases d'action et de dialogue qui pourront changer un peu tout ça. Et globalement, c'est un petit peu une histoire qui va évoluer dans le sens où c'est pas uniquement ce que l'on dit, c'est aussi nos actes qui vont influencer la suite de l'histoire et certaines réactions. Et notamment, il y avait un exemple qui était donné, c'est si tu rases une ville entière, elle deviendra une ville fantôme et il y aura peut-être des choses qui iront à côté de ça. Des vrais impacts. Vrais impacts. C'est pas juste, c'est ça. Fictif quoi. Ils ont dit qu'en fait, chacune de nos décisions, elle est vraiment impliquée. Vous allez prendre justement connaissance des conséquences des choix et de vos actes. Donc ça a l'air vachement intéressant là-dessus parce que ça du coup te permet d'avoir ta propre histoire, ta propre aventure. Bien culpabiliser, Devolver les boss. Si tu veux recréer Arthas dans Weird West, tu peux. Enfin, encore un jeu Game Pass, on sait tous ce que ça veut dire. Suivant. Mais c'est pas vrai. La touille. Aïe, aïe, aïe. Le jeu suivant, c'est Shattered, Tale of the Forgotten King. Shattered qui arrive sur Nintendo Switch, parce qu'il était déjà dispo sur pas mal de choses depuis 3 ans maintenant. Action RPG avec des élans un petit peu de platformer qui nous plonge dans un monde meurtri par la disparition de son roi. Le but, en tant que voyageur, c'est de retracer l'histoire et la chute de la civilisation qui habitait ce monde, et ça mélange un peu de 2D et de 3D. Il va falloir rassembler les témoignages de survivants, et certains sont peut-être pas aussi inoffensifs. Et en gros, on est sur un gameplay qui va être affecté encore une fois par nos choix sur le long terme. Et ouais, un peu oublié ce Shattered à la sortie. Peut-être que la sortie Switch lui fera du bien et on termine. On termine avec Glitch Hikers, qui est The Space Between, et qui arrive le 31 mars. C'est Fellow Traveler qui nous délivre ce nouveau titre. Ils avaient déjà fait également un autre Glitch Hikers, un Space Between, je ne sais plus. Faudrait que je retrouve un Space Between, je sais plus. Je sais plus si c'était Glitch Hikers en tant que tel, mais dans tous les cas, celui-ci est un titre très introspectif. En gros, ça va nous porter notre attention sur le voyage et on va être dans des éléments surréalistes avec des territoires par contre et des situations qui sont un peu réelles, c'est-à-dire qu'un trajet nocturne, un aéroport vide, un parc au clair de lune, etc. Et dans cette idée-là, on va pouvoir réfléchir un peu sur pas mal de choses, réfléchir en profondeur. Tu sais, c'est les discussions en fin de soirée à 3h du mat avec tes potes où tu es complètement arraché et tu luttes contre le sommeil, mais tu discutes de choses ultra profondes sur la vie. Et voilà, c'était Glitch Hikers First Drive, le studio qui avait développé ça il y a quelques temps. Ça parle vachement à Ken. Ça me parle. Ces soirées là, toutes ces soirées où on discute de la vie. Les questions existentielles. Ouais, moi je suis un mec comme ça. Refaire le monde. Ouais. Mais étant donné qu'on reste quand même exactement, Polo. Non, mais avec ce jeu, est-ce qu'il n'y aura pas une différence après un bon dolé.
C'est particulier, quoi. Ouais, ça a l'air Parce particulier. que si c'est tu es très particulier. conscient de ce que tu fais, C'est tu ça. te poses des questions, quoi. Tout à fait. On va enchaîner avec toutes les sorties indé Suri. Et oui, tout à fait, avec Nightmare Reaper qui Oula. est déjà disponible depuis Ouais. lundi sur PC. Ouais. En gros, c'est un FPS bourrin à fond, avec une inspiration absolument pas dissimulée à Doom, tout simplement. C'est avec aussi un peu de roguelite dans l'équation. On est sur les premiers Doom avec une direction artistique qui va lorgner du côté de l'HD 2D et comme on le voit notamment chez Square Enix. Et le concept est simple, tu enchaînes les niveaux générés aléatoirement avec plein d'ennemis pour étendre ton butin et découvrir des secrets. La petite originalité, c'est les nouvelles compétences qui s'obtiendront via des mini-jeux. Et ça fait la petite référence au Super Mario, de quoi avoir pas mal de choses. Et derrière ça, c'est quand même 80 armes, 30 types d'enchantements, on peut faire évoluer son personnage. Mais c'est Blazing Beat Games qui réalise ça, et c'est une seule personne, tout simplement. Ah, C'est Bruno les Baudouin, travailleurs solo. voilà, Ouais. qui était programmeur et ancien d'Ubisoft Montréal. C'est un passionné de JV depuis Petit jeu TPK, bah ouais. Ben ouais, voilà, tout simplement. Et il a quand même dû faire appel à davantage de personnes pour l'aider à terminer ce projet qui est le plus ambitieux de son studio. Il avait déjà fait La map de en 2000. Mario Bros 3, trop C'est stylé. ça, tu vois. Impeccable. Écoute, ça a l'air très sympa. Moi, tu vois, j'aime bien les jeux un peu comme ça, fou et gore quand c'est du pixel art, Ça pète. machin. Ouais, mais j'aime pas quand c'est un côté réaliste. Par contre, c'est un côté méga décalé comme ça, avec une direction artistique un peu schnapps. Bah, tu vois, pour moi, ça passe beaucoup mieux. On enchaîne. On enchaîne avec Agent Intercept qui arrive aujourd'hui, notamment sur les Bienvenue à lui. consoles, avec PS4, PS5, Xbox, mais aussi Nintendo Switch. Et en gros, là, Soit. c'est l'idée d'un jeu d'action. Hein. Tu prends Michael Oui, Bay, il y a plein oui. d'explosions. Et il vient de l'Apple Arcade, hein, ce jeu. C'est ça. Et pour le coup, tu es dans un jeu d'arcade action. Alors qu'on se fait plaisir en riant, avec la petite voix. Paul, il se fait plaisir. Pas laisser plaisir. Mais Avec de en gros, l'euro. on est un agent secret qui doit sauver le monde et il y a plein de choses pour se faire. Et on doit faire ça, mais avec style. Donc, je te laisse imaginer Bien le le ton transporteur, du truc. C'est full déconne. Tu utilises des trucs pour faire face à une organisation Et on clow. s'éclate. Riff, Ouais, c'est rigolo. Moi, C'est c'est rigolo. sympa, ce genre de jeu. La C'est gueule, rigolo. mignonne, Mm. c'est ok. Ça ressemble- Regarde, c'est Fast and Furious tiers, c'est cool. Comme j'ai déjà dit, ça ressemble un peu à un runner dans lequel tu as une fonction tir aussi à l'intérieur où tu peux scorer. Non, mais c'est gentil Ça comme joue bien. de trucs, c'est cool. Très bien, c'est- continuons parce qu'il reste 3 sorties. Oui, il reste Moss Book 2 qui arrive dès demain sur PS4. 4 ans après la sortie du premier épisode, eh bien, la vaillante souris Moss revient. Et, Ah notamment ouais avec ce jeu d'énigmes action-aventure en solo Ah ouais sur PlayStation Ah VR. ouais. Et pour le coup, c'est un jeu d'aventure assez enchanteur, mais qui requiert uniquement la PlayStation Ah ouais. et son casque VR. Tu peux pas le faire avec d'autres casques Non. VR. Et Ça, c'est pas cool. Ah, ils ont fait un 2. ils ont fait un 2 pour le coup. Et le titre se joue pas forcément en vue à la première personne, ce qui est bizarre pour une Ah non, pas du tout. hein. réalité virtuelle. C'est une vue God. Au-dessus, C'est ouais. voilà, c'est une vue plutôt gun mode. Et derrière, on a la possibilité de contrôler le personnage avec les manettes et d'utiliser le gyroscope aussi pour interagir avec d'autres éléments. Et c'est la fameuse souris Quill qui est de retour et elle est poursuivie. Il y a beaucoup de monde qui cherche à renverser le monde dans lequel elle vit et la relique qu'elle détient notamment, qu'elle essaie de s'en emparer. Et en gros, il faut essayer de mettre fin au règne cruel de l'Arcane et de restaurer une fois de plus la paix au royaume de Moss. Ouais, C'est le studio Polyarch qui est derrière ce jeu, qui a été fondé en 2015 par des anciens de Bungie et qui est basé à Seattle. Regardez, même en VR et même en indé, PlayStation a des jeux exceptionnels. Ouais, par contre, faut vraiment. Moi, je préfère le faire sur PSVR 2 quand je le vois, tu vois. C'est tellement exceptionnel que j'ai envie de le faire dans un vrai bon setup et peut-être pas forcément avec une seule manette comme ça, quoi. Attends, toujours aucune annonce pour le PSVR 2. D'ailleurs, Suri, le prochain. Le prochain, c'est Coromon qui arrive sur PC et Switch. Alors, c'est un Pokémon-like. On va le faire comme ça, on va le dire comme ça pour vous donner la Belle base. Coromon et c'est un pour le- Pokémon-like. Pokémon. Voilà, c'est Pokémon. Incroyable, T'as vu ça étonnant. Coromon, Pokémon, on est dans le thème et en plus ça rime. Ouais. Mais pour le coup, dans Coromon, on est un chercheur en herbe pour l'organisation Lux Solis et on est amené à enquêter sur les 6 titans de la région de Velua, je vais y arriver, avec des créatures que l'on va devoir rencontrer, capturer et entraîner, 120 créatures au total. C'est un petit jeu qui va aussi mettre un système assez intéressant sur
l'endurance notamment, parce qu'on peut penser aux points de puissance et compagnie, les PP de Pokémon, mais là on est sur un système de combat sur l'endurance où chaque action coûte de l'énergie, donc on va devoir choisir un peu nos compétences et nos attaques avec soin, et c'est une expérience qui est personnalisable, qui reprend un peu pour les fans du genre des modes qui sont assez connus, notamment Randomizer ou Nuzlocke, ce genre de choses. Et pour le coup, c'est une petite team de passionnés qui fait ça. C'est le studio Tracksoft qui a été fondé en 2016. Et en fait, c'est deux amis qui travaillent sur ce projet depuis 2014. Donc, ils sont décidés à créer et investir tout leur argent, tout leur temps et leur passion là-dedans. Et pour le coup, ils espèrent pouvoir développer de nouveaux jeux avec le succès de celui-là. Il y a eu un petit décalage de sortie parce qu'il devait sortir un tout petit peu plus tôt dans le mois de mars, mais ils avaient rencontré un souci avec le portage Switch, notamment au niveau du cross-platform et des fonctionnalités. Ah oui, d'accord. Écoute, c'est formidable. Hein. Bien joué à eux. On sent l'hommage et au moins, ils ont animé tous leurs sprites. Et pour ça, je respecte évidemment beaucoup le travail. Oui, Suri. Bien, oui, c'est l'art, évidemment. Fallait que ça tombe. Le fameux pixel art. Mais là, on va partir sur quelque chose qui va être disponible le vendredi 1er avril, et c'est bien une sortie, bien sûr, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est Alicia, The Oblivion of the Twin Goddess, qui arrive sur Switch. C'est un jeu d'aventure qui est jouable seul ou à deux. On a deux personnages. On a Lisha d'un côté, qui est la jumelle un peu rationnelle, raisonnable, tout ça, et qui fait voler son robot intelligence artificielle AMBU, à travers le temple pour scanner des objets et chercher des indices, notamment pour compléter avec sa sœur qui est Aisha. Et elle est plutôt aventureuse, courageuse, elle est immunisée contre la douleur et elle explore le temple à pied pour affronter les différents obstacles. Et en gros, on va pouvoir passer d'un style à l'autre. C'est une mécanique qu'on connaît bien quand il y a ce genre de dualité de personnages. Et c'est le studio taïwanais Underscore qui est derrière ça. Let's go, merci beaucoup. Quel jeu de seconde zone arrive sur le Game Pass ce mois-ci? Écoute, des jeux de seconde zone, je ne sais pas, mais Crusader Kings 3, ça fait plaisir, qui est dispo depuis hier, notamment sur le Game Pass, Xbox Series XS, tout ça, et Weird West qui arrive donc le 31, soit demain. Et attention, parce qu'il y a des jeux qui quittent le Game Pass, il y a Madden NFL 20, Narita Boy Shadow Warrior 2 qui se barrent le 31 mars. Donc vous pouvez peut-être les récupérer avec la petite réduction de 20% là-dessus. Et le 11 avril, ce sera Destiny 2 Au-delà de la lumière qui partira du Game Pass. Au revoir. Quel jeu exceptionnel sort sur le PlayStation Plus au mois d'avril? Alors c'est pas encore confirmé, mais ce serait apparemment une fuite. Ce serait 3 jeux. Hood, Outlaws and Legends qui arrive sur PS4, PS5. On a Slay the Spire qui arrive sur PS4 également. Très très bon jeu celui-là. Et on a enfin Bob l'éponge, bataille pour Bikini Bottom réhydraté, le remake du jeu PS2. Voilà, que des numéros 10 dans notre team. Il me semble que rapidement, Live Gold, ils ont annoncé 4 jeux ce mois-ci. Oui, voilà, on peut parler de Unoversight, je ne sais même pas comment on prononce ça exactement, et Outpost Kaloki X ainsi que MX versus ATV Live. Je vais être honnête, je ne les connaissais pas beaucoup ces jeux-là, mais ce sera disponible entre le 1er et le 30 avril, globalement, avec Hu qui sera disponible à partir du 16 avril jusqu'au 15 mai. C'est des jeux Xbox, ça vaut pas plus de 5 € par mois, de toute façon. Merci beaucoup, Suri. On enchaîne avec quelques brèves, et notamment, sachez que la version next-gen de Apex Legends est d'ores et déjà disponible. Lox, rapidement, si tu veux réagir là-dessus, qu'apporte cette version next-gen? Forcément, 4K native, 30 FPS, il n'y a pas encore les... 30 FPS 60. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que j'ai dit? 30. 60. Oui, je vais dire 60, mais en fait, je pensais au 120. Tu pensais à la Switch dans ta tête. Voilà, je pensais à la Nintendo Switch qui n'a pas, la mise à jour, malheureusement. En gros, t'as meilleure distance d'affichage, entre autres. T'as quoi d'autre? Le HDR. Forcément, qui arrive aussi. Il y a du 120, petite mise à jour, tu as le retour aussi d'un des modes qu'ils avaient rajouté. Le mode sans construction? Le mode contrôle. Non, c'est tu contrôles du terrain. Arrête, j'aime bien Fortnite en ce moment. Arrêtez, Fortnite, c'est stylé. Mais voilà, et du coup, il y aura une future mise à jour qui, elle, du coup, rajoutera du 120, tout ça. Donc, ce sera quand même un peu plus intéressant, mais c'est déjà cool. C'est pas mal. Merci beaucoup. Sachez que ça y est, la série Halo a débarqué sur Paramount Plus et que c'est un record d'audience absolu pour la plateforme. En effet, Master Chief débarque et réunit plus de 4,9 millions de téléspectateurs, ce qui est vraiment quelque chose d'assez fou. Reza, tu dis, la série a des problèmes. Pourquoi elle aurait des problèmes? Désolé d'être dans la team aigrie encore une fois.
Bah, Non, c'est une série que j'attendais beaucoup. J'ai pas encore regardé grand-chose. J'ai regardé des extraits des épisodes qui ont été mis sur mon Discord par mes potes fans d'Halo qui étaient très déçus. Ah oui Sur certaines scènes d'action qui étaient tournées avec des sound effects moins bien faits que ma bouche sur mon stream. Ah ouais, Et, carrément. des plans de caméra qui étaient très 2002. Du coup, j'ai pas encore vu l'épisode entièrement, mais j'ai vu à peu près 5 minutes d'action où c'était vraiment à C'est vomir. volontaire, mais non, c'est volontaire, c'est pour faire un clin d'œil. Un clin d'œil, clin d'œil rigolo, voilà. Ouais, voilà, Lox, t'as déjà pu regarder ou pas? Non, j'ai pas encore regardé. J'attends regarder ensemble. patiemment. On va regarder ensemble, vas-y, On va regarder t'inquiète. ensemble. On va faire ça. Et On va souffrir ensemble. non, mais arrête, j'ai peur. Hein. Tu sais que j'ai peur de Mais moi, ouf. j'ai peur, Hein. c'est pour ça Moi, que si j'ai pas la encore série, elle regardé. me fait pas chialer, ça veut dire que c'est un AV. Voilà, Oh, carrément. ouais, c'est annoncé. Bien. Pardon, pas Ouais. Comme les... C'est très strict. Hein. De toute façon, la Wow. série est, on va dire, à la hauteur des jeux vidéo de la marque. Après- Donc, Attention, Ken. Hein. Attention. Ouais, attention. On parle de Alerte. Halo. On va le coincer. Alerte. On parle de Oui. Halo. S'il te plaît, quand même, respecte Allô John. ouais, Non, c'est- Please. je Non me- mais alors par je me contre fais la la parole. série a l'air de super bien fonctionner. Elle et ça, c'est- cartonne. Elle cartonne. Elle C'est un cartonne. record d'audience pour Paramount cartonne. Plus Ouais, pour le les coup. chiffres sont bons. Donc c'est un peu rassurant, d'où le fait que je ne mets pas trop d'attente. J'attends tranquillement, je le regarderai en Je rappelle condition. que la série Pas arrive trop sur... expect, en fait, vraiment. Exact. Bah, Peut-être, comme ouais, pour Hogwarts peut-être. Legacy. Peut-être. Un peu. Tu vois, où j'étais en mode je reste sobre, comme ça je suis Mhm. contente. La série arrive en avril sur Canal+, hein, et une saison 2 est déjà commandée. Hein. En attendant, vous pouvez peut-être vous retourner sur l'extraordinaire paire de bottes Halo à $225. Hein, Parfait. formidable. C'est Wolverine qui les a fait. Quoi C'est un- Attends. Wolverine, tu sais, connais la marque Wolverine, c'est pas le super-héros des griffes. Non, Non, oui, oui, non. qui sortent. Voilà, Ce serait bien des bots comme ça. Et... c'est, il a vous pouvez en vu- gagner une paire grâce à Hygiène. No Amérique. joke. Moi, j'aime Je bien. les trouve clean. Bah moi Ah aussi, ouais j'aime Bien. pas du tout. Elles sont. Tu vois, c'est typiquement le genre de collection qui m'énerve. Ouais. Quand vous faites un truc qui est brandé sur un Ouais. Ça jeu, dit oui. purée, pourquoi vous faites des trucs aussi dégueulasses Vous Ouais. savez très bien que c'est chum. Personne n'a fait ça. C'est Ouais. grip moins 15 là. Moins 15. C'est vrai que t'es pas sortable. Négatif. Voilà. c'est Négatif. ça. C'est le problème. Vous êtes pas sortable et ça fait des problèmes. bien PlayStation entendu. fait des meilleures chaussures, c'est ça Non, mais il fait pas. Alors, Non. c'était quoi la précédente Bon, collection alors qu'il ça avait c'est fait sûr, hein, s'il y avait eu des paires de chaussures Ratchet Clank ou Spider-Man, elles auraient été bien plus Des métables. chaussures de J'en sécurité. pense. Non. J'aime bien des chaussures de sécurité, c'est tellement ça. Après, le nombre de paires est limité, heureusement. Et voilà, ils disent que c'est pour les vrais fans. Et bah, visiblement, j'en suis pas une. Parce que là, vraiment, la gueule du truc, c'est pas possible. La tristesse. C'était quoi la. Quelqu'un se souvient de la dernière paire qu'avait sorti Wolverine? C'était sur quel jeu? C'était pas The Witcher? Peut-être. crois que c'était Aucune The idée, moi je Witcher. regarde pas du tout ce qu'ils Pas eu- font. Ah ouais? Quand je mets pas de chaussures. Donc, ça Si, ne je t'ai me- vu, tu mets Claquettes. des chaussures. Ouais, claquettes, ouais. Chaussettes, En claquettes. full claquettes tongs. TN, pardon. Tongs. On va parler d'un studio français qui a le vent en poupe, Microids, hein, vous savez, après Oui. son tunnel d'annonces absolument incroyable. Microids a annoncé cette semaine être fier de sa collaboration avec l'auteur à succès Bernard Werber. Incroyable, un nouveau jeu issu de l'une de ses œuvres serait en préparation. C'est juste fou, on va adapter des auteurs maintenant, comme ça, en jeu vidéo. Mais Microids a une maison d'édition de livres aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, forcément, le lien, il se Ça fait m'a- très naturellement. ouais, finalement. ok. C'est- Parce que j'ai c'est- vu ça, je fais mais what? Ah, moi j'ai vu, j'ai dit bah non, c'est logique en fait. Ils ont déjà leur maison d'édition, ils ont plein d'auteurs. C'est eux pour ça aussi qu'ils ont plein de licences qu'ils peuvent exploiter dans des jeux vidéo. Donc là, espérons qu'on a un excellent Les Fourmis, s'il vous plaît. Oh, ça sent les fourmis, hein, ça Oui, sent oui, 100% les clairement, fourmis. Moi, j'ai feeling, ça a été Terraform fourmis Mars. pour tout le monde. Ouais. Ou le Grand Deed façon Microids, peut-être. Je stream. Hein. Qui sait, en jeu de Ça a survie. l'air stylé. Ça a l'air stylé. Hein. Terraform Mars, non, sûrement pas de Terraform Mars. Petites annonces de Xbox, hein, puisque ces derniers annoncent le Beyond Xbox Therapeutic Play, initiative visant à aider Zoua. au rétablissement dans les hôpitaux pour enfants et montrer comment les jeux vidéo peuvent les soutenir. C'est une initiative, on va dire que Xbox a à cœur puisqu'ils mettent beaucoup en place, hein, pour justement aider dans les hôpitaux ou aider justement à l'inclusion dans le domaine du jeu vidéo. Voilà, ils ont
statuer un tout petit peu sur l'ensemble des mesures qu'ils vont mettre en place, promouvoir les avantages des jeux, faciliter la connexion, fournir un moyen de jouer, reconnecter les amis et leurs familles grâce aux jeux vidéo. Impossible évidemment impossible de cracher là-dessus comme d'habitude. On les aime trop pour ça. Vraiment, entre l'adaptative contrôleur et ça, mais heureusement qu'on a Xbox là-dessus. Ce serait bien d'avoir des petites OP, je sais pas, Hôpital Necker avec des enfants, ce genre de choses comme ça, où tu aurais des streamers qui iraient jouer directement avec des enfants pour leur tenir compagnie et faire passer le temps. Ce serait absolument magnifique. Mais tu sais que ça me fait penser de plus en plus maintenant de parents achètent exprès un PC portable pour leur enfant qui joue. C'est vrai que c'est une bonne initiative en fait, qu'ils fassent ça. Quoi. Actuellement, c'est plus des associations qui s'occupent de ça, qui récupèrent, entre autres, qui récupèrent du matériel, des jeux et qui les mettent à disposition dans les hôpitaux, dans les services hospitaliers pour les enfants. Et je trouve ça super. Il y a même un suivi après pour que chez eux, ils puissent profiter également. Quand justement on te push le jeu vidéo aussi comme un support, mais pas seulement comme un support de divertissement, mais aussi comme étant bien plus que ça, ça fait plaisir de redorer et montrer que le jeu vidéo a plein d'atouts dans sa poche. Ah, ça c'est sûr, c'est pour sociabiliser en tout cas, te sortir un peu aussi de ta zone de confort, te faire travailler, te redonner le sourire, c'est toujours top, mais avec des jeux Xbox, c'est pas un peu difficile. J'ai envie de m'en aller. 2 heures de forcing infini. JPP. C'est terrible. Monsieur la touche. Allez, on va commencer avec quelque chose de vachement moins entre guillemets réjouissant, puisque il s'avère que le moteur V8, qui n'est autre que le moteur JavaScript utilisé par Microsoft Edge et Google Chrome, vos navigateurs internet, a révélé une faille, et non des moindres, relativement exploitable pour des hackers. On vous rappelle que ces différentes failles qui sont apparues dans déjà à la fois d'autres navigateurs ou sur certains sites internet permettent la plupart du temps de remonter sur vos données personnelles et notamment vos clés, codes déjà rentrés à l'intérieur de vos navigateurs. Pour le moment, Google n'a pas spécialement communiqué là-dessus. Ils invitent très chaleureusement tout le monde à faire la mise à jour de Google Chrome qui patcherait en tout cas cette petite faille, et on va dire qu'ils expliqueront un peu plus les conséquences de tout ça. Il y a tellement de failles de sécurité qui ont été trouvées ces dernières années. D'ailleurs, il y a un super sujet qui a été fait par le Captain justement dans JV l'Hebdo sur ces failles de sécurité, le nombre, etc. Sachez qu'il est très peu probable, si vous êtes sur Internet depuis son avènement, on va dire chez nous, 2002, 2003, que vos informations personnelles n'aient pas été leakées sur le dark web au moins une fois, ne serait-ce que Yahoo qui avait été totalement piraté à l'époque avec la totalité de la banque de données d'époque. C'est vraiment très difficile de rester protégé. À propos de Microsoft Edge, voilà, Microsoft invite aussi à faire la dernière mise à jour. Voilà, plus rien n'est sûr. Reza, comment tu fais pour te protéger, toi? T'as des mécanismes de protection particuliers sur Internet ou pas du tout? Je vais dire Est-ce que Zoa suffit? Zoa, ça suffit pas? Zoa, ça peut suffire. Zoa, ça peut suffire. Dans un premier temps, si tu as réussi à maîtriser la technique interdite du Zoa peut déjà te protéger face aux attaques classiques. Il prend la exactement, dites de récupération de mots de passe ou autre avec du phishing. Mais sinon, tu vois là déjà. Mais tu peux utiliser d'autres navigateurs web. Tu peux passer par des moteurs de recherche différents. La dernière fois, on parlait de DuckDuckGo par exemple, ou des trucs comme ça. Tu peux passer par des proxys. Tu peux checker aussi l'état de ton firewall. Tu peux avoir un firewall physique à la maison. Il y a plein de trucs que tu peux faire pour améliorer la sécurité de ton ingénieur réseau, évidemment, fort formidable. J'ai mes diplômes en réseau, oui. Ouais, voilà. En sécurité réseau. On le sent quand même. Zoa. Sinon, tu peux Zoa aussi. Et aussi, tu peux faire les mises à jour. C'est bien de faire les mises à jour. C'est bien de faire des mises à jour, oui. Quand j'étais étudiant, même quand j'étais en entreprise, on nous donnait des à peu près de stats, et t'as pas mal de gens qui font pas les mises à jour, parce que chaque semaine, t'as une mise à jour de Windows déjà. Ouais. Donc si tu la fais pas, s'il y a une faille qui est passée par là, derrière, tu peux te faire zoiter. Alors se faire zoiter. Il y avait le swattage. Il y a le zoitage. Tu peux, si les mises à jour de tes logiciels de navigateur web,
Au lieu d'enregistrer sur Google tes mots de passe, tu peux te faire un portefeuille de clés offline. Ouais. Ça existe aussi, donc un portefeuille de clés où tu mets tes mots de passe, mais en dur sur l'ordinateur. Ah, ça existe. Oui, bien sûr, évidemment. Oh Seigneur, je suis tellement à l'ouest. Pardon. Il faut vite que j'enregistre. Non, c'est vrai, oui. Attention aux ouattages. Parce que j'en suis à Voilà, noter, en vrai, vraiment il y a sur plein- post-it et tout. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Je les perds. Ou sinon, tu peux aussi ne pas avoir d'informations sensibles. Tu t'en fous si tu te fais attraper. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, voilà, sachez que incroyable, mais Internet n'est pas forcément un lieu des plus sûrs et quand bien même, bien en face des mises à jour, des failles sont systématiquement trouvées. Elles sont très vite répondues par les équipes. Mais si vous-même derrière vous n'avez pas activé des mises à jour automatiques ou vous ne mettez pas à jour vos outils, eh bien ça vous ouatise tout simplement. On va parler un peu d'Activision Blizzard qui va quand même payer 18 millions de dollars pour régler ces problèmes de poursuite fédérale. Je vous rappelle qu'Activision Blizzard est poursuivi évidemment au niveau fédéral pour harcèlement sexuel et discrimination. Et discrimination. Et harcèlement moral. Et harcèlement moral. Bon, harcèlement de tout type. Voilà, de toutes les définitions possibles en fait. Bon, ça n'a échappé à personne. On en a tellement parlé de toute façon ici dans ce lunch play. La facture, 18 millions pour régler ses soucis. On semble c'est que dalle. Bah, regarde, c'est écrit dans le titre en fait. But critics say the compensation figure is so far too low. C'est vrai, la critique dit que cette compensation est beaucoup trop basse en fait par rapport aux nombreuses accusations et au nombre de personnes étant concernées. C'est vrai qu'on se dit effectivement 18 millions, c'est pas tant que ça au vu quand même des accusations qui sont, comme on l'a dit, majeures. On en parle déjà depuis très longtemps, malheureusement. Non, en fait, heureusement qu'on en parle parce qu'il faut. Il est vraiment temps que ce soit fait. Mais là, c'est vrai que too low. Too low. Fort heureusement, un 9e de cette compensation sera remboursé par Amourantes, qui a décidé d'investir 2 millions de dollars dans Activision Blizzard, sentant peut-être, alors non pas ses flatulences, mais peut-être le vent tourner chez Activision Blizzard suite aux rumeurs de rachat sur Microsoft. Dans les bons plans. Exactement. Non, mais par contre, vraiment, là, elle investit de fou. C'est win-win, hein. Ouais, mais autant elle a fait dans l'immobilier, dans l'essence, dans une station d'essence. Ah ouais. Elle a investi dans une station d'essence il y a quelques mois. Exactement, qui lui rapportera énormément. Mais en fait, c'est vrai qu'elle a un peu une épée de Damoclès sur la tête parce que dernièrement, voilà, elle subit pas mal de bannes, effectivement. Donc 2 millions de elle dollars, commence quand même. mais justement, elle commence à investir vraiment au long terme. Ah mais oui. Mais elle commence vraiment à se bouger pour un futur, on va dire, un peu plus serein de son côté, parce que même si c'est pas racheté, elle sera quand même gagnante. Donc exactement. En fait, elle a été justement un petit peu reprise. Il y a une tweetos qui lui a demandé justement, c'est Findom Bunker, qui lui dit ouais mais je comprends pas cet investissement, je suis pas d'accord. Est-ce que vous avez pas plutôt envie d'acheter à la baisse du Shopify quoi? Et elle lui a répondu bah non justement c'est proche de Berkshire donc grosso modo, ça l'arrange. C'est à ses yeux une bonne propriété intellectuelle, domestique. Voilà, elle estime que pour être clair, pour capturer la montée causée par l'OPA, grosso modo, c'est le point principal. Donc en gros, elle attend vraiment le rachat pour que ça devienne ultra intéressant. Et du coup, on verra en 2023 jusqu'à combien elle aura amorcé après avoir investi 2 millions. Ouais, Amourantes, c'est une vraie fan d'Activision Blizzard, Suri. Elle investit 2 millions et toi, tu fais quoi? Hein? Écoute, moi, j'attends Overwatch 2. Qu'est-ce que tu ferais avec 24 000 actions Activision Blizzard, Suri? Eh ben, en vrai, no joke, si j'avais eu cet argent, franchement, investir dans Activision Blizzard, écoute, au moment où s'il y a le rachat là, qui passe et tout, c'est pas une si mauvaise idée en soi. Franchement, c'est pas au-delà de toutes les problématiques et compagnie que Amourantes a et les débats qu'elle suscite. C'est une bonne idée d'essayer d'investir, notamment dans une entreprise d'Activision Blizzard qui peut être revitalisée par le rachat, et derrière aussi de diversifier ses sources de revenus, parce que vu qu'effectivement elle se mange énormément de bannes, autant pas mettre tous les œufs dans le même panier et avoir des petits investissements à droite à gauche qui peuvent fonctionner. Je pense que c'est déjà fait, les œufs ne sont pas tous dans le même panier. Ouais, ça fait longtemps. On a plein de ressources, non mais vraiment... tant mieux qu'elle soit sereine là-dessus. Parce que je crois que son goal futur et principal, c'est ouvrir un refuge pour animaux. Ouais, mais donc, ça, avec 2 millions de dollars, c'était plutôt facile en fait. Je pense que ça se trouve, c'est un truc qui va faire des millions d'hectares. Je sais pas. Elle va en faire un parc d'attractions en même temps, j'en sais rien. D'accord, et peut-être. Il y aura un shop où elle vendra ses paix.
Mais ouais, non, mais en tout cas, beau jeu. Pourrait déjà l'offrir, continue, parce que visiblement, elle a l'air plutôt bien entourée, parce qu'elle commence à être de plus en plus centrée sur ce genre d'investissement. Yes. The next Kim Kardashian. Ouais, et non, mais ouais. Genre amourante, the next Kim Kardashian, quoi, vraiment. Pour le coup, pourquoi tu rigoles? Le chat, non, mais dans le chat, ils me disent il ne vend pas ses flatulences pour 3 millions de kilos, Kappa, ou alors Suri Consulting et quoi. Non, mais en vrai, elle a déjà les fonds pour l'ouvrir, là, son refuge. Elle peut le faire maintenant, sinon. J'allais faire une vieille bam sur le fond, mais. Ouais. Moi aussi, j'ai arrêté les vannes auxquelles j'ai pensé. J'ai dit non, c'est bon. Parlons uniquement de l'aspect business. Je tombe quand même des nues de la richesse de et elle bosse, punaise. cette productrice de contenu. C'est un truc de ouf malade. Hein. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui se passe, Kao? Elle est en train de me dire qu'elle regarde Amourante? Bah oui. Qui? Ok. Ah, je l'ai jamais caché. Ouais. Non, je savais pas. Stylé. Il n'y a pas de problème. Depuis, je n'ai plus d'odorat. Chacun son oula. Tant que vous évitez tous le zouatage, tout va bien, évidemment. Reza, depuis tout à l'heure, il se mord les doigts pour rien dire. Hein. Oh, Reza, il investit pas dans Activision Blizzard, il investit pas dans Amourante, Reza, hein, pour le moment. Il a un Game Pass, donc de toute façon, est-ce qu'on peut vraiment parler à ce genre de personnes-là? On va passer à la deuxième chronique, et c'est une chronique qui va parler de la mort dans les jeux vidéo avec toi, Kao. On a plein de vies, on peut mourir dans les jeux vidéo. Je suis désolée, c'est une chronique un peu émo parce que j'ai fait plein de... Non mais parce que à chaque fois j'ai écrit des phrases très bateau, mais il faut le dire avec un ton un peu enquête exclusive, c'est super cool. Let's go. Voilà, la mort est inéluctable, c'est un fait. Oh voilà, oui, très bien. C'est un peu ça. Mais du coup, la mort, on ne peut pas toujours l'expliquer, on ne la maîtrise pas et elle est synonyme d'angoisse pour beaucoup d'entre nous. Et dans notre quotidien, en plus de la mort, il y a les jeux vidéo, forcément. Et du coup, quelles sont les différentes représentations de la mort? On va observer ça. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu tout écrire parce qu'il faudrait, je pense, en débattre pendant des heures et des heures. Il y a tellement de choses à dire. Mais du coup, on va revenir en fait sur les différentes représentations et est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce que le joueur s'identifie dans toutes les manières de mort possible dans le jeu? On va revenir sur pas mal de jeux que vous connaissez très certainement, un peu comme Elden Ring. Mais voilà. Depuis des siècles et des siècles, bien sûr, la mort effraie, mais fascine également parce que ça ne nous arrête pas de jouer au jeu. L'humain cherchant toujours, en fait, encore plus à essorer les mystères qui l'entourent et un peu plus l'imaginaire qu'on peut développer là-dessus. Et bien que des joueurs en fait, ont des affinités différentes en fonction des types de jeux, que ce soit en fait, des jeux de stratégie dans l'espace, ou alors un RPG avec son propre personnage, un puzzle game ou des jeux narratifs, le jeu vidéo invite dans une immersion où on retrouvera la mort. Ouais, c'est souvent éviter de mourir ou éviter de se faire tuer ou un truc comme ça, le jeu vidéo. Il y a aussi cette... Perdre, c'est mourir. Ouais, perdre, c'est mourir, mais il y a aussi cette idée de mourir pour mieux recommencer. Mourir pour mieux recommencer, ouais. Mourir c'est ça, avancer. Pour mieux revenir. Voilà, quoi. n'essayez pas IRL, bien sûr. On est dans le bien. monde virtuel, n'essayez pas. Je sais pas ce que vous croyez, mais bref. On retrouve dans certains jeux vidéo la représentation classique de la mort, la grande faucheuse. Et cet être squelettique au grand suaire, sans visage parfois, avec une immense faux, on la retrouve dans des récits, dans des peintures, dans des images, mais aussi par exemple dans les Sims. Dans les Sims, c'est vrai, elle est là. Qu'est-ce qu'on aime tuer nos Sims, c'est mauvais. Une des façons de mourir. C'est justement très particulier parce que là, on peut vraiment exploiter. Alors là, c'est une image en fait d'un speedrunning. Parce que vous allez voir, on va revenir. C'est un speedrun de mort. De Sims, des Sims. Pas de mort. Là, c'est vraiment on embrasse la mort. Ah, trop bien. Parce qu'on cherche à draguer ce personnage. On cherche à lui faire un pécho la faucheuse, en vrai. Ouais. Tu peux faire un enfant à la mort dans les Sims. On peut faire un enfant à la mort. Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est Satan? Non, mais le terme est vraiment insane. Non, mais c'est juste génial. I love my job. Yeah, it's very, very interesting every day. Ok, d'accord. Et en gros, en fait, voilà, je tiens à rappeler en fait que les Sims, c'est quand même un jeu de simulation de vie réelle. De ouf. Donc, c'est un jeu où on crée en fait une famille, on la suit de la naissance à la mort. Je sais que voilà, on peut tuer des personnes différemment, que ce soit accident, noyade, mais surtout vis-à-vis du temps, parce que les Sims exploitent le temps qui fait son travail. IRL, bien sûr, on n'y échappe pas. Mais en fait, dans le jeu, on n'a pas cette angoisse du tout de la mort, puisqu'en fait, elle est drôle, elle est fascinante. Et il y a beaucoup de forums, beaucoup de vidéos, beaucoup en fait, d'articles sur comment réussir à, on va dire, apprivoiser cette mort.
Donc en fait, c'est relativement assez intéressant. Mais en fait, malgré l'attachement qu'on peut avoir à un personnage et le deuil qui suit, la mort est un personnage de jeune adulte. Il est vraiment catégorisé comme un jeune adulte masculin. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a que voilà, des femmes qui peuvent... Zoa. Oui. Oui, moi, non, mais là... Et encore, dis-toi qu'il y a des modes qui permettent d'enlever les tissus. Ouais. J'ai vu des trucs. Ils restent dans ma tête. Il s'assoit, il lit un livre, ça Et veut en fait, rien ces traits de dire. caractère sont assez aléatoires. Elles peuvent être soit ignobles, soit sociables, soit en fait, voilà, très très amusantes. Et c'est vrai que en fait, ça se rapproche un peu tout ce qu'on a pu voir dans les films. Par exemple, la mort dans Scary Movie. La mort, elle est caractérisée par quelque chose d'horrible parce qu'elle tue quand même, mais à la fois drôle via son masque, via les blagues en fait qu'elle peut faire. Et on retrouve en fait toute cette idée dans les Sims. Et c'est ce qui fait un peu le charme du jeu, puisque on côtoie la mort de très très près et on l'exploite. L'exploitation de la mort, formidable. Mais ça, c'était pour revenir en fait à l'iconique faucheuse telle qu'on la connaît. Mais en fait, dans la plupart des jeux vidéo, quand on parle de mort, c'est le classique game over, vous êtes mort, C'est ça. échec. Échec, on retrouve ça souvent dans les jeux de From Software, par exemple. Par exemple, c'est ça. Et en fait, ça rythme nos parties depuis des dizaines d'années maintenant. Les représentations de la mort dans les jeux, en fait, peuvent recourir sur des figures du réel. On peut mourir via secteur, on va dire, environnemental, par le feu, par un sable mouvant, l'eau, l'air, le vide. Moi, j'aime bien sauter dans le vide pour découvrir. Ouais, non, mais vraiment. Et en fait, la mort est omniprésente. Et il y a pas mal de jeux, en fait, Ilonite, de gamers expliquaient très bien que, justement, dans la saga des Souls, celle-ci a initié un vrai genre à part entière dans ce système de mort, puisqu'il, en fait, incorpore une vraie science d'apprentissage à la mort. Ouais. Il est nécessaire, en fait, de mourir afin de triompher, afin d'avancer, et le joueur apprend et acquiert de l'expérience. Donc ça, c'est très très important. Il faut plusieurs lectures, des dizaines, voire des centaines de fois, de l'environnement pour affronter la mort à répétition. C'est du die and retry, ni plus ni moins, et le personnage perd quand même de l'expérience. Donc il y a en fait cette fatalité, cette frustration qui est générée, mais pourtant elle n'est pas si effrayante que ça. Parce qu'en fait, la satisfaction qu'on va avoir à vaincre soit l'environnement, soit le boss, l'adversaire, est plus que satisfaisante. Donc en gros, c'est vraiment un rituel de passage qui n'effraie personne. C'est vraiment impossible de jouer à un jeu From pour la première fois et de le terminer sans mourir. Vous avez déjà entendu parler d'une telle performance? Genre, t'as jamais joué au jeu, t'arrives Elden Ring. Est-ce qu'à votre avis, il existe une personne dans le monde qui a joué à Elden Ring? Il a jamais affronté la mort une seule fois. Ça me semble inenvisageable, voire impossible. Déjà assez inenvisageable dans beaucoup d'autres jeux. Et là, dans Elden Ring, je sais même pas comment c'est possible. Ouais, franchement, en première fois, alors déjà que je suis impressionnée quand c'est le cas tout court. Donc, c'est ça. C'est sur les New Game Plus, quand tu les vois faire des speedruns, etc., c'est juste incroyable. Ah ouais. Et c'est là que tu vois un peu l'essence même du jeu qui est mise de côté. Mais dans les speedruns, non, dans les speedruns, tu meurs. Oui, non, mais il y en a qui qui one-shot toi les boss et qui enchaînent. Totalement. Tu sais combien de morts t'as fait, Reza, Elden Ring? Non, t'as pas regardé le nombre de... Il te donne à la fin, non? Un tout petit peu ton compteur de décès. Faut aller dans... moi, j'ai vu des gens qui m'ont mis des stats, nombre d'heures, nombre de décès, donc à mon avis, il doit y avoir. J'ai pas regardé. T'as pas regardé? Préfère pas savoir? Si, mais j'ai pas regardé surtout mes heures de jeu. Ouais. Mais j'ai pas regardé. Vraiment pas beau. Mais ça va, je pense que ça va. Tu penses que t'es pas trop mort? Ouais. Mais ouais, et ça, sinon, en fait, on retrouve aussi un peu ce système de die and retry dans les roguelike et roguelite, mais cette fois-ci avec un autre système de récompense, puisque les ressources acquises juste avant de mourir sont toujours présentes. Pas toutes, bien sûr, mais sont toujours présentes en fait pour le personnage, et ça permet en fait de l'upgrade directement pour recommencer. Donc c'est un petit peu moins fataliste, un peu moins frustrant, puisqu'en plus, généralement, ce sont des jeux qui sont faits de manière procédurale. Il n'y a pas en fait de redondance, tu t'ennuies pas en fait. Tu rejoues pas au même jeu à chaque fois. Non, c'est ça. Donc on peut dire en fait, on peut parler de mort utile, puisque en fait, elle permet en fait d'aller plus loin dans le jeu, sur des niveaux encore plus différents à chaque fois. Et à ce moment-là, la mort n'est qu'un aspect très très utile du jeu et qui donne forcément envie de recommencer pour encore plus booster son personnage. De ouf. Je connais des gens qui ont terminé Hades pour la première fois sans mourir. Je sais que ça existe. Enfin, terminer, battre Hades, pour la première fois, parce qu'on sait que c'est pas vraiment la fin du jeu, mais on a première run. Victoire. Et c'est possible dans Hades. C'est dur, mais c'est possible. Bien servi, une bonne run, une bonne qualité de jeu, tu peux le faire dès la première run. Ça, c'est fou.
Et ça, c'est vrai quand même, moi, ça m'est pas arrivé. Je meurs. Oui, je suis mort aussi plein de fois. Il m'a fallu quoi 11 essais 11 essais, ouais. Ah, quand même 11 essais, un peu. c'est bien. 10, ouais. 10, Propre. 11. C'est pas beaucoup, hein. En vrai, Ouais, c'est bah, très propre. Hein. Ouais. Et là, on va parler un peu de l'apparition des jeux en ligne à univers persistant et au sein duquel on n'a pas de pause, on n'a pas de sauvegarde à faire, on n'a pas de checkpoint à passer parce que c'est vrai que voilà, dans les jeux vidéo, généralement, chaque fois que tu meurs, tu reviens à un checkpoint, tu as une sauvegarde, ça te permet en fait de revenir en avant, tu sais ce que tu as perdu, tu sais ce que tu as gagné, bref, tu enchaînes. Dans les jeux en ligne, on va parler voilà, un peu plus des MMORPG, il n'existait pas, en fait, à l'époque, il y a quand même très longtemps, à la genèse de ces jeux, il n'existait pas en fait, de possibilité de mort définitive pour le personnage. Il ressuscitait à un endroit donné, voilà, très bien. Il avait peut-être un petit peu d'affaiblissement, c'est-à-dire que ce soit son armure, ses PV, bref, ce qui suit, les caractéristiques. Et en fait, cette pratique est apparue en fait, problématique car elle incitait les joueurs à faire agir leur personnage sans mesurer les conséquences de leurs actes. Il est très important quand même de limiter en fait la barrière entre le virtuel et le réel afin que le joueur s'identifie encore plus à son personnage parce que c'est l'essence même des RPG, c'est que tu t'identifies à ton personnage, tu lui donnes tes sentiments, en fait, tu es content de le faire progresser et ce système de mort était un petit peu trop facile. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de World of Warcraft. De WoW, bien sûr. Dans WoW, c'est ça. Mais effectivement, quand tu meurs, tu vas au cimetière. Tu retrouves un cimetière et tu dois aller retrouver ton corps. Donc, tu vois, il y a tout ce long passage de aller chercher son personnage. Tu l'as paumé dans un coin. Oups, oh non, tu l'as fait tomber une falaise. Il faut sauter dans l'eau avec ton fantôme. Un petit peu pénible. Mais surtout, il y a cet ange de la mort qui n'a pas changé, qui est toujours le même depuis Vanilla, qui se tient au cimetière. Et en fait, quand tu lui demandes de te ressusciter, elle va te mettre en fait une tare, elle va te mettre une malédiction qui pendant 10 minutes, tu vas perdre considérablement des pourcentages de PV, d'armure et du coup tu es facilement une victime, tu es tuable. Donc c'est une vraie punition qui a été instaurée. Oh mais c'est la boucle de la mort alors. Exactement. Et encore faut te planquer. Et en plus, c'est quand tu meurs à répétition, tu ne peux pas juste prendre ton fantôme et aller ressusciter ton personnage parce qu'il va te mettre un timer. Si tu meurs à répétition, tu vas devoir attendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes avant de pouvoir ressusciter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec son personnage, surtout quand on se faisait camper. Ah ouais. Et bien sûr que ça c'est l'aspect PVE. Parce que c'est vrai que par exemple dans le PVP, on va dire quand on parle des arènes, c'est en fait du 2v2, 3v3, quand ton personnage meurt, c'est fini. Voilà. Mais ça, c'est une autre caractéristique bien sûr de ces jeux-là. Très bien, World of Warcraft. Alors, c'est vrai que dans les RPG occidentaux, tu crées ton perso, c'est un peu comme ça. C'est vrai qu'on a les JRPG où les personnages sont déjà créés de toutes pièces, ont déjà un background story. Mais je trouve qu'il y a aussi. Tu essayes quand même aussi un peu de t'identifier ou de trouver les personnages que tu kiffes bien dans ces jeux-là aussi. Parce que dans la dimension narrative, en fait, l'intégration du joueur dans une relation intime en fait, à son personnage induit une appréciation en fait, particulière de la mort. La mort du personnage en fait, peut être appréhendée comme une mort de soi ou alors comme la mort d'un proche. Il y a toute cette campagne de deuil. Hein, quand j'ai joué à D3, j'ai ressenti ça moi un peu. Énormément pareil. Et en fait, lorsque l'identité est présente dans le jeu, lorsqu'il y a un individu héros, le joueur se projette encore plus. Donc là, tu parlais, toi, des JRPG, c'est ça, la dynamique RPG, mais également jeu narratif, même puzzle game, plateforme. Hein, à ce moment-là où le personnage est déjà existant, c'est ça. Étant donné qu'on va se manger, on va dire, pendant une dizaine d'heures, si t'aimes pas à l'œil, c'est difficile, hein, Horizon. Hein. Ouais, bon, même plus, il est... c'est des cas où, en fait, le joueur s'identifie. Enfin, pas dire à 100%, parce que ça dépend de l'implication que le joueur a dans le jeu, mais il va s'identifier à sa mort éventuelle. Et c'est sûr que c'est un petit peu plus particulier, parce qu'en fait, la mise en place de ce pôle identitaire s'accomplit par l'implication personnelle du joueur dans cette projection d'identification-projection. Le joueur s'approprie les valeurs, les caractéristiques, les archétypes de son personnage, et l'interprétation ultime fait développer une appréhension toute particulière de la mort. On s'identifie bien. En cas d'implication extrême, la mort du personnage peut s'apparenter à une mort de soi, c'est ce que j'expliquais. Ou alors comme la perte d'un compagnon ou d'un être cher. Et à ce moment-là, je vais revenir sur... La mort d'Aerys. Je vais revenir moi, sur un jeu qui est sorti récemment, c'est Siberia, The World Before, où on peut faire la démo, bien sûr. Et donc c'est pour ça que c'est pas vraiment un spoil. Mais il y a très rapidement la mort d'un personnage qui nous aide, qui nous apporte beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, dans un endroit où on est bloqué.
Et c'est sûr que ce personnage, sa mort, c'est ressentir quelque chose, parce qu'on ne le joue pas forcément, mais il est là à t'accompagner. Et ça, dans plusieurs jeux, c'est exactement le cas. Donc on vit ce deuil en même temps que le personnage. Et à ce moment-là, c'est vrai que GG, les narrative designers, de réussir à mettre en place ce genre de C'est marrant, de système. j'ai remarqué quand même, c'est souvent des représentations occidentales de la mort, qui n'est pas du tout la même que dans d'autres pays finalement. Alors, C'est vrai. La mort, ça peut être une célébration aussi. Alors, ouais. Et on y arrive, pardon, désolé. Non, on n'y arrive pas parce qu'en fait, j'aurais pas le temps et j'avais fait. C'était ça qui manque. Oui, d'accord. J'ai pas mal de choses forcément qui manquent, mais même pas forcément même plus que oriental. Il y a encore plus de croyances dans tous les sens. Et c'est des rituels, comme tu dis, des rituels de passage. Exactement. Et Oui, c'est vrai qu'on vraiment, on a beaucoup de jeux à. C'est des traditions qui sont réexploitées dans des jeux où tu prends l'Amérique du Sud typiquement, où on célèbre les morts, on les enterre pas vraiment puisqu'on les ressort aussi, ça arrive. Et il y a des jeux aujourd'hui qui essayent justement d'exploiter cette haute façon pour que les gens s'éloignent un petit peu de la façon de penser occidentale qui serait en fait on apparente la mort à l'arrêt physique du corps. Et du coup c'est un choc, tu vois, un arrêt total. Stéphane de manga, que ce soit dans Dragon Ball où on t'explique justement ce qui se passe après la mort, Yu Yu Hakusho où le personnage principal est littéralement décédé et justement c'est le point de départ de son aventure, ou Bleach encore, oui, c'est vrai, avec tu vas aussi aller affronter un monde justement qui régule la mort. Mais ça, justement, c'est vrai que peut-être la prochaine fois, j'en parlerai, mais aussi, en fait, de tout ce lien qu'on peut créer entre les jeux vidéo et la mort. Les hommages dans la tête des enfants. Comment, en fait, la mort est apportée dans le jeu vidéo et aide, en fait, l'enfant ou les adolescents à accepter la réalité. Tu parlais de Minecraft, là, du coup ? Ouais, un petit Minecraft où, en fait, la mort est très présente dans Minecraft. J'avoue, c'est un jeu de survie. Ouais, c'est un jeu de survie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui tentent des choses assez ludiques parce qu'elles deviennent assez pénibles. Et en fait, dans Minecraft, il y a un joueur qui a initié le mouvement de créer une tombe à chaque fois qu'il meurt. Donc en gros, il a commencé à créer en fait un cimetière géant. Il y a d'autres personnes qui ont commencé également à faire la même. Et à ce moment-là, en fait, ça permet de mettre un souvenir à chaque mort que tu as pu avoir dans le jeu. Soit en creusant trop loin, soit en faisant en fait, des bêtises, des combats. Et c'est plutôt super chouette. J'avoue, c'est pas mal. Ouais, en vrai, c'est immense. J'avais fait une chronique, je crois que t'étais là, Ken. Je crois qu'il y a un an ou deux, j'avais fait une chronique sur les hommages rendus justement via les jeux vidéo. J'avais montré justement plein de jeux où malheureusement il s'agissait de véritables décès dans ce cas précis. Et les joueurs sont regroupés, rendraient hommage. On voyait bien justement la manière qu'avaient les jeux vidéo aussi d'amener ça et de rendre des hommages sincères et nombreux, parce que il était question aussi pas mal de MMORPG. Oui, il y avait des PNJ qui font hommage. Ouais, des hommages. Avec justement des lignes de dialogue qui font référence forcément aux personnes. Ouais. Mais j'avoue que c'est super intéressant auprès des plus jeunes en fait. Ouais, finalement, c'est ça en fait. C'est pas toujours, c'est sûr qu'il faudrait en parler encore des heures, mais c'est une véritable approche et une belle appréhension, on va dire, de la mort pour les jeunes. Donc les jeux vidéo ne sont pas forcément violents. Laissez vos enfants jouer aussi, c'est très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup K.O. Tour de table rapidement avant la fin de ce Let's Play. C'est quoi le jeu vidéo dans lequel vous êtes le plus mort? Est-ce que vous le savez? Ori et pauvre Polo. Ouais. Ninja Gaiden, sûr et certain, ouais. J'ai essayé Sekiro. Sekiro. Tu sais que Sekiro, j'ai 617 morts, un truc comme ça. Ah ouais, oh, Elden Ring, ça tue vraiment. Je crois que c'était Super Meat Boy. Ah oui, bah oui. Oh, ouais, punaise, ça c'est la mort à tous les étages. World of Warcraft. Wow, j'avoue. Évidemment. Ah, mais t'as dû combien de fois aller voir cette l'ange de la mort là? Ouais, mais en plus pas que, quand tu fais des raids à répétition avec les boss et tout. Enfin bref, ouais. Moi, c'est Super Mario Maker. Je crois que j'en suis à un nombre de morts. Ça se compte en plusieurs milliers. C'est hallucinant. Super Mario Maker, générateur de morts aussi. Ça meurt dans Mario. Ouais, c'est juste violent. Le Let's Play touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Reza, Lox, Suri, K.O. Dans quelques instants, vous retrouvez JV l'Hebdo qui reviendra évidemment sur l'ensemble de l'actualité de la semaine en débat et en chronique. On les embrasse et on se retrouve quant à nous dès demain évidemment pour un Lunch Play comme d'habitude 12h30. Bisous à demain.